Madame, monsieur, bonjour. Avec nous du très beau soleil de Valence, préfecture de la Drôme, où dans un peu moins d'une heure et demie sera jugée l'arrivée de la Valence Drôme Classique. Il s'agit de la deuxième épreuve des boucles Drôme-Ardèche que nous suivons tout ce week-end avec France 3 sur France 3 Rhône-Alpes-Auvergne. Et ce final de la Valence Drôme Classique, eh bien, nous allons le vivre en compagnie d'un ex-coureur, directeur sportif drôme-ardéchois, Sébastien Joly. Sébastien, vous connaissez bien et les routes que nous allons emprunter, et les coureurs que nous allons suivre. Et ces coureurs, vraiment, c'est pas une façon de parler, ce sont de très grands champions. Oui, avec ici vraiment un très beau plateau. On a des coureurs comme Cadel Evans, vainqueur du Tour de France, le Sanchez, champion olympique, mais aussi Philippe Gilbert, champion du monde, qui hier était sur le podium. Et côté français, désert, Thomas Vauclair et Pierre Rolland pour le Team Or. Donc vraiment très beau plateau. Oui, parce qu'une décision, il semble bien que ces grands champions ne soient pas venus uniquement ici pour engranger des kilomètres avant Tirreno Adriatico et Paris-Nice, les grands rendez-vous de la semaine prochaine, mais bien pour gagner. Hier, on l'a vu, ils ont tous fait la course. Vraiment, les champions étaient à l'avant et Gilbert, d'ailleurs, termine sur le podium. Tiens, parmi les champions, par exemple, il y avait le champion de France, Arthur Vichot. Arthur Vichot, toujours licencié au CR4 Sirouanne, qui est son club de cœur. Il a fourni une très grosse impression. Il veut une victoire avec son maillot tricolore, mais à Ruons, dans la classique Sud-Ardèche, eh bien, c'est l'Auvergnat Florian Vachot qui a gagné. Vachon a profité d'une bonne lecture, du tortueux la dernière ligne droite tortueuse pour devancer le Polonais Michal Golas, deuxième, et l'ex-champion du monde, donc Philippe Gilbert, troisième. Les favoris donc ont tous tenu leur rang. Ils sont tous à nouveau dans le peloton des 152 coureurs qui ont quitté Valence ce matin, avec en première ligne deux coureurs drômois, Guillaume Bonnafont et Axel Daumont. Axel Daumont n'a pas couru hier en Ardèche. Guillaume Bonnafont, si, il a effectué une échappée. Et c'est encore lui qui a lancé la première échappée du jour. Mais nous allons y revenir. Alors donc au départ de Valence, les coureurs ont effectué 3 boucles autour de Montbéran, avec 3 fois l'escalade des côtes très sévères d'Alex et de Beaumont. Ils sont en train d'en terminer avec la 3e boucle, et pour ensuite prendre la direction de Valence par la côte de la Corniche, puis celle du Val d'Enfer. En tout, il y avait 9 sommets à franchir. L'antépénultième se présente, à savoir une dernière fois l'ascension de la côte d'Alex. Nous sommes à moins de 50 km de l'arrivée. 18 coureurs sont actuellement en tête, parmi lesquels le coureur dromois Axel Daumont. Il y a aussi Warren Barguil qui a gagné le Tour de l'Avenir, mais pas que. Donc 18 coureurs en tête, Sébastien Joly actuellement, avec 45 secondes d'avance sur le peloton. Oui, 18 coureurs en tête, et puis une échappée qui est en train justement de se dissoudre un petit peu au fil des ascensions justement de ces premières boucles de circuit. Donc là on le voit à l'image. Là c'est le Sébastien Delfos qu'on vient de voir. Alors pas les grands favoris, pas Philippe Gilbert, pas Cadel Evans, pas les Axel Daumont pour l'équipe AG2R, mais pas les grands favoris. Hein. Pas les grands favoris, mais intéressant, on retrouve encore l'Autrichien d'une Trek Zwaddle. Ouais. Donc on vient de voir Warren Barguil. Quand on dit pas les grands favoris, ce sont des jeunes coureurs pétris de talent. Il faut oublier par exemple que Warren Barguil, qui a gagné le Tour de l'Avenir il y a 2 ans, a gagné une étape dans le Tour d'Espagne à la fin de la saison dernière. Deux étapes dans le Tour d'Espagne la saison dernière, et que il fait partie maintenant des grands coureurs du peloton. Mais on voit que le peloton est en chasse. On voit que c'est l'équipe là qui mène la chasse. Probablement pour Rein Taramé, c'est le leader de cette équipe. Il y a une très grosse bagarre. De toute façon, il y a eu bagarre depuis le départ, avec un vent très violent. Les bordures, c'est la bagarre. Et je vous l'ai dit, Guillaume Bonnafont a lancé la première échappée. Et dans cette échappée, il y avait pratiquement toute l'équipe H2R. Donc avec notamment avec Axel Daumont, qui a bien préparé cette épreuve hier. Il n'a pas participé à la classique Drôme-Ardèche. Et avec aussi donc Guillaume Bonnafont lancé ses échappées, toute l'équipe AG2R. Mais maintenant on voit il n'y en a plus qu'un seul de l'équipe AG2R qui est devant, et c'est Axel Daumont. Et puis là on voit Warren Barguil, je vous le répète, Warren Barguil qui court Giant Shimano, maillot blanc et noir. C'est une équipe néerlandaise, mais le leader c'est un Français, c'est ce jeune Français qui pourrait bien nous faire numéro aujourd'hui. En tout cas, c'est vraiment la promesse d'un très grand coureur pour le cyclisme français, Warren Barguil. Mais rien n'est fait pour l'instant, parce que dans 44 km de l'arrivée, il reste 3 côtes à franchir. Et on a vu qu'à chaque fois, c'est vrai calvaire. Et d'ailleurs, peut-être la moitié du peloton a déjà posé pied à terre et a déjà abandonné. Tellement c'est difficile, tellement il y a de vent. Le vent, ça complique, il fait beau, mais le vent, c'est compliqué.
c'est vrai que ces ascensions sont difficiles puisque ce sont des côtes relativement courtes, mais surtout justement c'est un petit peu comme une classique, ce sont des courses de placement et ça frotte énormément avec justement ce vent de côté. On a aujourd'hui un vent qui va jusqu'à 50 km/h. On se situe dans la vallée du Rhône, dans le département de la Drôme, et on le voit, ces 3 premières boucles sont vraiment dans la plaine de Valence. Et donc les coureurs sont vraiment exposés à ce vent, souvent défavorable de côté, et c'est ce qui a fait la sélection jusqu'à présent. Là on passe au passage de ravitaillement, mais on le voit, là, les coureurs ne s'arrêtent pas. Le contre, justement, on parlait du Dromois Demont. Demont doit sans doute se situer justement dans le groupe de contre où justement puisque l'échappée s'est scindée en 2. Alors, donc, on s'arrête pas au contrôle de ravitaillement. Qu'est-ce que ça veut dire? Ils vont pas se restaurer? Il va y avoir la fringale, non? Non, ça veut dire surtout qu'ils ont encore, on le voit, ils peuvent se ravitailler aux voitures du fait qu'ils sont échappés et ils profitent justement des véhicules pour pouvoir prendre à la fois des barres énergétiques mais aussi des bidons. On le voit, le coureur d'Aubervilliers là, de Big Mat, qui prend un bidon. Et Cadel Evans qui n'en prend pas. Cadel Evans, ancien vainqueur du Tour de France, il était déjà servi. Oui, Cadel Evans, on l'a vu hier, a fini légèrement retardé, n'a pas fini parmi le groupe des meilleurs. Donc peut-être qu'aujourd'hui, il essaye justement de se recentrer sur la course d'aujourd'hui. Cadel Evans, donc, qui court dans la même équipe que Philippe Gilbert. Philippe Gilbert qu'on a vu énormément hier, qu'on va peut-être voir aujourd'hui. Alors on va faire le point en tête de la course. Voilà le groupe Warren Barguil. Et le coureur qui emmène ce peloton, c'est Sébastien Delfosse. C'est un coureur wallon, une équipe de Wallonie-Bruxelles, une équipe régionale de 3e division professionnelle. Tout à fait. Chose intéressante, on le voyait, le directeur sportif qui venait sur la droite de la route pour abriter un petit peu justement ce groupe d'échappés. On le voit, ça se met un petit peu en éventail, on est vent de côté et ça commence justement à se replacer derrière l'équipe Cofidis. Alors l'équipe Cofidis qui est dirigée par un Lyonnais, Jean-Luc Jeanron. Pourquoi? C'est l'équipe Cofidis qu'on voit faire tout le travail actuellement. Pourquoi? Pour quel leader? Moi je pense que Julien Simon aujourd'hui a des qualités pour pouvoir s'exprimer avec justement ce final justement qui est relativement pentu. On y reviendra par la suite, mais c'est vrai qu'on a vraiment 2 côtes vraiment très intéressantes quand on repasse de l'autre côté du Rhône avec la côte de la Corniche à Charmes qui monte 1,5 km à presque 10%, et surtout le juge de paix aujourd'hui qui sera la côte du Val d'Enfer qui sera vraiment la dernière ascension, et pour l'avoir faite lundi en repérage pour le fini libéré, c'est vraiment une extrêmement exigeante avec de très très forts pourcentages, au-delà de 15 parfois, et avec une descente extrêmement technique. Donc ça nous promet vraiment un très très beau final. Alors on a vu les directeurs sportifs parler avec coureurs, donc Lionel Marie parlait avec Warren Barguil, et puis David Bramati, là pour l'équipe Omega Pharma Quick, parlait avec Julien Alaphilippe, une autre révélation du Tour de l'Avenir, mais celui-ci du dernier Tour de l'Avenir, et ces 2 jeunes coureurs pleins de promesses sont donc ces 2 jeunes coureurs français sont donc dans le tête. Et en coureur AG2R derrière les Cofidis, mais en sens. Derrière, et d'ailleurs justement on voyait aussi 2 autres coureurs de l'équipe Quick-Step juste en embuscade. À l'heure actuelle, le Mével, et on voit aussi justement avec le maillot rouge, et on voit Scherer Buscade avec le maillot marron de l'équipe AG2R en 3e position. Michael Scherer qui est une très bonne chance aussi pour l'équipe AG2R, le groupe professionnel qui est basé à Chambéry, et pratiquement tous les coureurs de cette équipe habitent désormais à Chambéry, et la plupart ont été formés par le centre de formation de Chambéry qui est l'antichambre d'AG2R La Mondiale, qui ne fournit pas seulement qu'AG2R La Mondiale, parce que de nombreux coureurs formés à Chambéry peuplent aujourd'hui un peu toutes les équipes du monde. Oui, Michael Scherer qui a fait un très très beau début de saison, qui lui justement habite sur la Côte d'Azur et qui profite justement du climat un petit peu plus doux pour pouvoir faire justement un gros hiver au niveau préparation. On voit justement Zwadel qui est en train de se ravitailler. On voit que on est sur le point de jeter les dernières forces dans la bataille. Alors Zwadel, c'est un coureur qu'on a beaucoup vu hier. C'est un Autrichien. Il a énormément travaillé. Il était en tête. Il était dans le groupe de tête de toute façon à l'arrivée. Il était toujours devant. On dit grand bien de lui. Oui, il a gagné plus d'une maillot noir, c'est lui qui mène actuellement. Voilà. Tout devant, ouais. Il a gagné plus d'une dizaine de courses la saison dernière. Il a intégré cette année l'équipe Trek, qui est une équipe World Tour justement, qui est l'émanation de l'équipe Léopard Trek, donc
des frères Schleck. Donc c'est presque une nouvelle équipe cette année. Et on le voit hier, il était vraiment très à son avantage. C'est lui qu'on voyait donc à la queue de ce groupe d'échappés. On se retrouve donc en tête du peloton à présent. Est-ce qu'on n'a pas l'impression qu'ils roulent vraiment? Et les BMC, là, les maillots rouges, là, vous voyez 4 maillots rouges groupés. Ce sont les BMC, Philippe Gilbert, Cadel Evans, Samuel Sanchez Gonzalez. Et ce sont maintenant les Flamands avec l'équipe Vlaanderen et l'équipe Belkin qui commencent à prendre la course en main. L'équipe Belkin avec les maillots verts, en la personne de Stef Clément, ex-champion de Hollande de contre-la-montre. C'est vraiment un très bon rouleur. Ils se sont relevés, honnêtement, ils viennent de se relever là. Ils sont pas en chasse, ces coureurs-là. On va dire qu'ils gèrent un petit peu justement sur les échappées. Et ce qui est très intéressant, c'est que derrière, en embuscade, on voit l'équipe BMC avec les maillots rouges et noirs de Philippe Gilbert qui commence à se repositionner. Et vraiment le final aujourd'hui est taillé pour Philippe Gilbert, donc on a vraiment de fortes chances de le voir aux avant-postes d'ici quelques minutes. Et donc nous sommes passés à Alex, c'est-à-dire que nous allons escalader une dernière fois, la première fois pour nous à l'antenne, mais la 4e fois dans cette épreuve, la côte d'Alex, avant de quitter ce circuit et de filer sur Valence. L'arrivée sera donc jugée dans 38 km. Rien n'est joué évidemment à 1 minute 10. Le peloton temporise actuellement. C'est peut-être le moment on va rappeler dès qu'on les verra qui est dans ce groupe des échappés. Les BNC sont tranquilles pour l'instant. L'équipe de Philippe Gilbert tout en rouge. Le peloton et surtout ce qu'il reste du peloton. Parce qu'on l'a vu, ils ne sont plus au complet. On avait plus de 150 coureurs au départ et là on voit que c'est vraiment un peloton diminué. Là on se trouve dans la côte effectivement. Ouais. Donc avec en dernière position dans cette coupe, c'est Benjamin Giraud, un Français de Team La Pomme Marseille, qu'on a vu tout au long de la journée hier, notamment avec son champion, son leader Rémi Di Gregorio, qui a fait un très gros numéro hier et qui s'était dit prêt à recommencer aujourd'hui. Toujours très présent, Team La Pomme Marseille, donc une équipe régionale, payée en partie par la ville de Marseille, par la région, et qui est de 3e division professionnelle, mais qui est capable de rivaliser avec les meilleurs du monde. D'ailleurs, Di Gregorio, il n'y a pas si longtemps, faisait partie d'une équipe World Tour de première division. Il faisait partie de l'équipe Cofidis continental professionnel, et on l'a vu hier, Rémi était très à l'offensif, mais surtout il fait encore 5e à l'arrivée. Là on est dans les plus forts pourcentages de la côte d'Alex. La terrible côte d'Alex où semble-t-il, est-ce que c'est Warren Barguil? C'est Warren Barguil sur la droite de l'écran. C'est Warren Barguil qui est parti et qui a été contré. Giraud qui est plus un sprinter, on le voit, il est un peu plus à la peine. Et Sébastien Delfos maintenant, le Français Sébastien Delfos qui va le Belge, pardon, autant pour moi, Sébastien Delfos qui va passer a priori en tête. Mais là, c'était pas une attaque, on monte au train la côte, parce qu'on est encore loin de l'arrivée et il reste 2 sévères escalades avant. Mais on le voit, des petites routes, toutes les côtes que nous avons aujourd'hui sont petites et des coureurs ont mis pied à terre ce matin, pas parce qu'ils pouvaient pas monter la pente, mais parce que c'est un goulot d'étranglement et que si on n'est pas devant, eh bien, on pose pied à terre derrière. Oui, et là on le voit, c'est un Américain de l'équipe United Alscar qui commence à prendre les choses en main. Donc on le voit maintenant, vraiment on rentre dans le final et il y a de plus en plus d'équipes qui commencent à collaborer ensemble pour pouvoir justement vraiment boucher les 1 minute d'écart, 1 minute 17 d'écart. Philippe Gilbert sur la droite de la route. Voilà, oui. Là, avec le maillot rouge, qui durcit il durcit un peu. Il durcit, il se dit que maintenant une 17 ça suffit et qu'il ne faut pas. On est dans les plus forts pourcentages là, de la côte d'Alex. Oui. Donc pour une dernière fois la côte d'Alex, mais c'est pas fini, il aura encore le temps de s'exprimer 2 fois. Mais ce sont des côtes courtes, difficiles mais courtes, donc il faut faire attention de ne pas perdre trop de temps quand même maintenant. Mais étant donné qu'il est bien physiquement, il a besoin d'une chose, de se rassurer, de se tester un petit peu au niveau de sa condition. Là, je pense qu'il effectue cet effort un petit peu comme ça. Pour cette raison, et là voilà, il attaque encore un petit peu, il en rajoute encore un peu, ça lui permet déjà aussi de démousser aussi un petit peu ses adversaires qui sont un peu moins bien placés, il le sait, on l'a dit tout à l'heure, c'est une course de classement, et là pareil, on passe au niveau des soigneurs et des assistants, et on n'est plus dans la zone de ravitaillement, là on est simplement en poste simplement pour donner des bidons. À cet endroit-là, on n'a pas le droit de donner une musette, on a simplement le droit de donner des bidons. Et ce sera sans doute un des derniers moments avant l'arrivée, puisqu'à 25 km de l'arrivée ensuite, on n'a plus le droit au ravitaillement. Et on le voit derrière,
l'effort de Gilbert a causé des dégâts dans le peloton. Parce qu'il a aussi produit cet effort justement au moment où on donnait des bidons, et c'était peut-être pas le meilleur moment pour donner des bidons, quoi, hein, quand il y a le ton qui se durcit devant, et on voit des cassures dans le peloton. On le voit, et puis maintenant Philippe a très bien analysé la course et il sait très bien que justement au pied de cette côte d'Alex, on va remonter ensuite plus au nord et le vent va de nouveau être défavorable. Guillaume Bonafont qui fait la descente. Alors voilà, donc on a devant Axel Daumont le coureur de Romans, et à présent bien en tête on a Guillaume Bonafont. Ouais, les deux coureurs de la Drôme qui se sont montrés aujourd'hui. Je pense que là on n'a plus trop d'infos, mais je pense qu'Axel s'est fait reprendre. Ouais. Axel qui était donc dans la première échappée, qui était dans la seconde, qui n'est plus maintenant donc dans l'échappée, et c'est Guillaume Bonafont qui prend le relais. Guillaume Bonafont qu'on a vu hier dans la classique Sud-Ardèche. Et on le disait tout à l'heure, au niveau des routes, c'est vraiment de toutes petites routes, ce qui fait penser justement au classique. Et on le voit là, c'est vraiment de petites routes avec un revêtement parfois on voit les coureurs d'AG2R, la mondiale bien passée. Première position, vous voyez, maillot blanc, cuissard marron. Deux autres derrière. Philippe Maintenant, Gilbert qui fait comme ils ne sont pas devant, et c'est Philippe Gilbert, ils vont coller à la roue de Philippe Gilbert. Alors la tactique Là, Philippe fait un geste, avec la main. Il essaye justement de faire collaborer les autres de façon à faire tourner, de façon à essayer de créer un éventail. On le voit. Le vent vient de la droite et on le voit derrière, c'est en file indienne, c'est en train de casser. Thomas Voeckler très bien placé avec le maillot vert à droite. Ouais. Il revient en condition et on le voit, il sent la course et il a bien senti que Gilbert voulait justement durcir à ce moment-là. Moment de la course vraiment très intéressant. Ils sont un peu plus d'une dizaine et là on le voit déjà, ça temporise un petit peu. Ça temporise, mais on voit que les coureurs d'AG2R la mondiale font le boulot comme ils l'ont fait hier toute la journée. Ils ont durci la course, ils veulent réussir chez eux parce qu'ils sont chez eux en Rhône-Alpes, et ils étaient présents hier, ils le sont aujourd'hui. Et Philippe Gilbert disait je laisse les autres travailler, moi je chercherai l'ouverture. Et là, il a demandé à tout le monde de travailler. Hein. Ouais, Gilbert, on a vu Bardet de l'équipage des Arcs qui faisait le même signe pour justement demander aux autres coureurs de collaborer. Il me semble qu'ils sont 3 coureurs de l'équipage du désert justement dans cette première cassure. Alors que l'écart est toujours à un peu plus d'une minute. Mais on sent que justement ça va sans doute revenir derrière. Et donc on a toujours Warren Barguil ici qui est en tête. C'est un client sérieux, hein, il faut bien le suivre, Warren Barguil. Il avait été époustouflant dans le Tour de l'Avenir il y a 2 ans. Là nous avons Benjamin Giraud, c'est un Français pour l'équipe La Pomme Marseille 3e division. Arnaud Courteil pour la Française des Jeux. Arnaud Courteil, la Française des Jeux, très présente aussi tout au long de ces 2 journées. Et je vous rassure, Warren Barguil n'est pas bossu, hein, il a simplement un maillot, il a simplement en fait un chasuble qu'il avait au départ. Ici les températures étaient assez froides ce matin, le départ était de bonne heure, et en fait pour éviter de lancer son maillot n'importe où, il l'a mis justement sous son maillot de course, ce qui explique un petit peu cette petite bosse dans le dos. Alors hier on a eu des attaques du départ à l'arrivée, mais exactement comme aujourd'hui, on est dans une bordure là maintenant. Là alors on n'est pas tout à fait dans une bordure, mais on le voit, comme je vous le disais tout à l'heure, le vent vient de la droite et l'équipe Cofidis commence à justement reprendre un petit peu la chasse, et derrière ça se met en file indienne, un petit peu justement comme l'avait fait justement l'équipe Europcar et de la FDJ hier sur les routes ardéchoises, pour justement vraiment fatiguer leurs adversaires, et on l'a vu, ça a été justement une tactique payante, puisque vraiment au moment où on était dans les dernières ascensions, les choses ont vraiment explosé. Là le groupe Voeckler-Gilbert a justement pris vraiment beaucoup d'avance déjà sur le peloton. Donc là on se retrouve avec un groupe de contre. Cherel qui commence à s'exciter. Il dit il faut y aller les gars là maintenant. Donc Cherel, Bonafont pour l'équipage de désert en marron, Philippe Gilbert qui passe son relais. Mais il fait son travail maintenant, il y va, hein, Philippe Gilbert, et il est seul de l'équipe BMC. Et il est seul de l'équipe BMC, ouais, très intéressant. On a aussi ici des équipes, des coureurs d'équipe Quick Step, mais aussi groupe Gobert avec les maillots bleus, chaussures orange. Là donc de l'équipe Quick Step. On a le malheureux de l'équipe Bretagne, qui a raté Fonseca, qui avec les chaussures orange, qui hier était idéalement placé pour remporter cette classique Sud-Ardèche, et qui malheureusement extrêmement bien emmené a fait un tout droit hier, et on le voyait après passer la ligne, extrêmement déçu. Donc aujourd'hui il veut vraiment prendre une revanche. Tout droit parce qu'il n'avait pas étudié la fin de parcours.
Non. Sans peut-être un petit peu trop vite aussi, mais c'est vrai que des finales sont vraiment très rapides et là de santé. Alors c'est vrai que tout à l'heure j'ai parlé d'une ligne droite tortueuse. Je voulais parler des 200 derniers mètres à Ruon. Il y avait un virage à 90 degrés. C'est rare hein, quand on est à moins de 200 mètres de l'arrivée d'avoir un virage à 90 degrés. Les coureurs qui l'avaient repéré, et c'était le cas de Florian Vachon. Les coureurs donc c'est les Espagnols là. Donc là c'est l'équipe hollandaise Belkin qui mène la chasse derrière le groupe de contre. On le voit, Pierre Roland et Cyril Gauthier, l'équipe Europcar très bien placée justement derrière. Et l'équipe BMC qui remonte aussi pour protéger son leader. Et on le disait tout à l'heure, un peloton vraiment très maigre. À mon avis, une petite soixantaine d'unités à peine. Donc vraiment course difficile. Et ce qui est très intéressant surtout, c'est que la course était complètement différente par rapport à hier, où hier on avait vraiment un parcours extrêmement vallonné, et aujourd'hui on est plus amené à être face au vent, les bordures, et un final par contre extrêmement explosif. Donc ça permet sur un week-end de pouvoir tout exploiter, et c'est vraiment à l'effort Guillaume Bonnafont là, voilà, qu'on vient de voir, de le Dromois Guillaume Bonnafont. Et là donc le coureur de l'équipe Elskar, Martin Maskant, un coureur de classique qui avait brillé auparavant sur Paris-Roubaix. Donc coureur très puissant. Gros travail donc, de cette équipe AG2R La Mondiale qui a également travaillé toute la journée d'hier en Ardèche. On arrive à travailler 2 journées de suite aussi difficilement? Écoutez, oui, ils sont habitués à faire des courses à l'étape, et sur 2 jours ils arrivent vraiment à faire les 2 jours à fond, et on le sent d'ailleurs. Les coureurs qu'on a vus hier à l'avant de la course sont de nouveau aujourd'hui présents, avec un petit peu de tergiversation. Là on sent que l'entente est un petit peu moins bonne. C'est vrai que ça reviendrait un petit peu à H2R de prendre les choses en main, alors que là justement le coureur a fait une petite cassure. C'est dommage, il faudrait justement plutôt entretenir. On le voit, Thomas Vauclair est un petit peu esselé pour le Team Europcar, et étant donné qu'il est en reprise, il ne veut pas non plus faire trop d'efforts, et ça se comprend. Donc là on est un petit peu revenu dans une période d'observation intéressant. On voit que derrière ce groupe de contre, on voit des voitures assistance neutre. Donc ça veut dire qu'il y a plus de 30 secondes entre le groupe de contre et le peloton. Alors, il faut savoir, donc nous avons à présent 6 hommes en tête. On va essayer de résumer la course. Il y a 6 hommes en tête. Vous avez vu que parmi ces 6 hommes, il y avait donc le français Warren Barguil. Il y a Peter Seri d'Omega Pharma Quick-Step. Il y a Ricardo Zeudel, donc cet Autrichien de l'équipe Trek qui a fait une très forte impression hier. Il y a le français Arnaud Courteil de la Française des Jeux. Benjamin Giraud, c'est le français de la Pomme Marseille, équipe continentale dans la 3e catégorie. Et puis le Sébastien Delfosse, l'équipe belge, l'équipe de Wallonie-Bruxelles. En tête, 2 équipes régionales, hein, c'est-à-dire un peu aidées par les collectivités locales en Wallonie et puis à Marseille. On n'a pas ça en Rhône-Alpes. Non, on n'a pas ça en Rhône-Alpes, c'est vrai, mais on a un petit peu le Chambéry Formation qui fait un travail aussi au niveau des jeunes, et qui pourquoi pas un jour pourrait monter justement une équipe continentale sur la base de l'équipe H2R. On n'a pas ça, mais on a eu dans le passé. Alors si on remonte à une trentaine d'années, c'est même en France qu'on avait lancé cette idée des équipes régionales financées par des collectivités et par des sponsors régionaux. C'était l'équipe de l'UC Saint-Étienne Pélussin, dirigée par Pierre Rivory et grandement aidée par la mairie qui était à l'époque une mairie communiste, la mairie de Saint-Étienne. L'expérience n'a pas duré 1 an, mais elle avait donné des idées au cyclisme mondial. Tout à fait. Chose intéressante à l'écran, on l'a vu, Thomas Vauclair commence à collaborer avec le groupe de contre. Donc c'est bien, c'est aussi dans son intérêt. Il faut aussi qu'il fasse vivre l'échappée. Ouais. Et Thomas Vauclair, donc on l'avait vu hier dans notre émission en direct. Thomas Vauclair qui dit: je suis là convalescent, je viens voir comment ça se passe. Alors on lui avait demandé s'il allait attaquer. Il dit: oh, je pense pas, je suis pas là pour ça. Moyennant quoi, hier il avait attaqué après 3 km de course, mais après il était rentré dans le peloton. Et on voit que ça va mieux. Il est venu pour voir, mais a priori ça va mieux. Hein. Mais voilà, déjà l'année dernière il était présent sur ces routes dromardéchoises. Donc justement, une chose importante, là c'est un petit peu la première année de
de la Valence Classic de Rome, puisque l'année dernière elle n'avait pas pu avoir lieu à cause de la météo. Donc il est là comme Philippe Gilbert qu'on vient de voir. Expliquez-moi pourquoi ils sont là alors que là actuellement, alors c'est pas vraiment autorisé, mais on en profite quand on va prendre un renseignement, prendre un bidon. Faut pas en abuser. On s'appuie un petit peu. Bon, ça fait pas de mal. En général, c'est Ricardo Zoidl qui a fait ça. Hein, donc le leader de l'équipe américaine Trek Factory Racing, celui qui aurait très bien pu gagner hier, et qui va peut-être le faire aujourd'hui, quoique ça s'y prête un peu moins parce qu'il y aura un moment entre la dernière côte et puis l'arrivée à Valence, ça sera un peu moins sinueux le final. Oui, on reviendra à un moment donné sur un petit morceau de national, mais au vu du spectacle qu'on a jusqu'à présent, voilà. Donc en fait c'est l'équipe Belkin, l'équipe hollandaise Belkin avec l'équipe BMC en embuscade. L'équipe Belkin qui n'a pas de véritable grand leader sur cette course, c'est Steph Laurent, le Hollandais, qui est son leader et qui travaillerait plutôt pour qui cette équipe Belkin qui fait un gros travail. Je les verrais bien pour travailler pour Jonathan Hiver qui hier déjà a été placé et qui termine 7ème et surtout qui est un Français, un coureur français qui était auparavant dans l'équipe Source Jason puis Jason et qui a vraiment beaucoup de qualité au niveau explosivité et il pourrait être très à son avantage sur ce final. Avec Thomas Vauclair d'équipe du Team Europe Car à l'écran qui passe son relais comme tout le monde, sans en rajouter, sans en faire plus, mais l'équipe AG2R qui appelait à l'aide a été entendue, à l'évidence. Et chose intéressante, on retrouve de nouveau Pierrick Fedrigo qui déjà hier était dans le groupe d'échappée. Ouais, très présent hier. Et là, c'est Philippe Gilbert qui fermait la route qu'on vient de voir à présent. On peut s'attendre, on va avoir deux belles dernières montées, parce que là, avec les coureurs qui sont en embuscade, on peut s'attendre à un final aussi beau que celui d'hier en Ardèche. Alors justement, là, on est à 28 km de l'arrivée et on va justement arriver dans une partie du parcours. On va reprendre vent favorable, puisqu'aujourd'hui, on a un fort vent du nord. Donc là, que ce soit les échappés, le contre ou le peloton, vont avoir à affronter le vent. On le voit là, devant, ça appelle les voitures, justement pour avoir aussi les consignes. Et je vous le disais, pour aussi avoir du ravitaillement, puisqu'à 25 km de l'arrivée, ce ne sera plus possible. Donc là, on cherche absolument à pouvoir se ravitailler. On le voit, la vitesse est moindre, mais parce que aussi justement on est face au vent. Ouais. C'est Peter Seri là qui demandait à boire. Step, ouais. À boire et aussi à se ravitailler un petit peu en solide. On profite pour pouvoir avoir un petit peu des gels. Quand le peloton est comme ça, c'est que ça roule moins vite déjà. C'est surtout que, étant donné qu'on est face au vent, il y a un petit peu plus d'abri, puis on remonte un petit peu sur les côtés. Et là donc justement on prend les consignes auprès du directeur sportif. Ouais, David Bramati, donc de Mega Pharmaceutique. Quick-Step qui est un Italien et qui parle très fort. Et qui parle parfaitement le belge, avec Peter Seri. Le français, la langue universelle en général, ou le franco-italien, on arrive toujours à peu près à se comprendre. Ouais. Intéressant, très intéressant, on voit les voitures BMC Europe Car qui montent au groupe de contre. Donc ça veut dire qu'il y a plus d'une minute entre le groupe de contre et les échappés. Et le peloton, excusez-moi. Donc ça peut signifier quelque chose maintenant à 27 km de l'arrivée avec les deux petits radars qu'il vaut mieux peut-être aborder en échappée plutôt que dans un peloton d'encore d'une quarantaine d'unités. Tout à fait. Et l'écart entre les échappés, le groupe Gilbert Vauclair est en train de réduire à 50 secondes. Donc on peut imaginer l'écart de 50 secondes entre le groupe d'échappés et le groupe de contre et de plus d'une minute 50 voire 2 minutes entre les échappés et le peloton qui est en train de se résigner, on le voit, puisque les voitures directeurs sportifs sont passées. Donc d'ores et déjà, on peut le dire, on doit pouvoir le dire, la victoire va se jouer entre le groupe de tête et le groupe de contre-attaque. Il y a de fortes chances puisque vraiment de très bons coureurs, on le disait, on se ravitaille en solide, là c'est des barres et des gels énergétiques. On le disait, oui, il y a vraiment suffisamment de grosses équipes placées aux avant-postes pour que les coureurs puissent jouer la victoire entre eux. Et puis on le voit surtout, gros travail de l'équipe BMC derrière qui casse justement le travail du peloton, et ça c'est vraiment très intéressant. En rouge, on le voit dans la troisième partie de ces petites cassures. Sébastien Delfosse qui tente sa chance tout seul de l'équipe. Voilà. Et pour l'instant, Warren Barguil en tête du groupe des échappés derrière Sébastien Delfosse qui fait un faux rythme, donc qui ne cherche pas à courir derrière le Belge. Ouais, et puis on le sent, ces coureurs sont partis aussi depuis
depuis de bonne heure ce matin en échappée et on sent qu'il commence à être un petit peu émoussé. Donc, et surtout, on se répète, mais là le vent est défavorable, donc c'est moins propice à pouvoir rouler vite. Alors, on refait le point, la situation de la course. Nous avons donc 6 coureurs en tête avec Warren Barguil. Nous avons ensuite en contre, nous avons un petit paquet de coureurs en contre. Hein. Je ne connais pas le nombre exact, mais avec Philippe Gilbert qui se trouve à moins d'1 minute. Grosse dizaine, ouais. Et le peloton, enfin ce qui reste du peloton, est à 1 minute 40. La course est en train de se jouer maintenant. C'est clair que si le peloton ne réagit pas maintenant, et il semble que BNC fasse tout pour qu'il ne réagisse pas et permettre à Philippe Gilbert de rester devant, on peut supposer qu'avec Philippe Gilbert en contre, le groupe de contre va revenir sur les échappés et que c'est entre tous ces coureurs que va se décider. Et il ne faut pas faire de pronostic bien sûr très vite, mais il y a 2 coureurs qui sont très forts. Là, c'est Zeudel, l'Autrichien de Trek, qui est devant, et Philippe Gilbert qui est en contre. Philippe Gilbert qui a fait un très bon début de saison. Il s'est beaucoup préparé cet hiver. Il voudrait revenir à son meilleur niveau et on le sent très motivé là sur ces routes de Romardéchoises. Lui qui habite à Monaco, donc l'avantage qu'il a eu, c'est qu'il n'a pas eu beaucoup d'heures de déplacement, de grands voyages, et on le sentait justement très très motivé pour venir justement s'exprimer au mieux sur ce genre de compétition. Et puis surtout, il a tiré un petit peu un trait cette année sur les classiques flandriennes. Et là aujourd'hui on le voit, il est là pour se préparer pour les grandes échéances, mais aussi pour les classiques ardennaises, mais aussi et avant tout pour pouvoir décrocher une victoire. Alors vous avez vu qu'il y a 3 coureurs d'AG2R La Mondiale dans le groupe de 4. Il s'agit de Michael Cherel, dont on a déjà beaucoup parlé, de Guillaume Bonnafont, dont on a aussi beaucoup parlé, mais également de Romain Bardet. En revanche, Jean-Christophe Perrault ne figure pas dans ce groupe de compte. Jean-Christophe Perrault, très actif comme Robin Bardet hier, mais il est clair que maintenant Jean-Christophe Perrault va s'effacer, il ne va pas aller courir derrière 3 de ses coéquipiers. Tous les 3 pouvant s'imposer à Valence, ces 3 coureurs très forts actuellement. Quoique j'ai un doute sur Guillaume Bonnafont parce qu'il fait tellement d'efforts depuis hier. Mais il est transcendé, il est sur ses terres et ça compte de courir chez soi. Il a à cœur de bien faire, oui bien sûr. C'est vrai que quand on est le régional de l'étape, comme on dit, on est toujours beaucoup plus motivé. Ouais. Alors, on a vu Axel Daumont, on l'a vu. Alors on le voit plus maintenant, Axel Daumont, parce qu'il a vraiment donné depuis le départ. Il avait reconnu le parcours en compagnie de Maurice Isier, vainqueur d'une étape du Tour à la fin des années 60. Maurice Isier qui habite à côté du circuit, qui est en train de regarder passer les coureurs. Ça dope donc d'être chez soi, au bon sens du terme. Ouais, ça motive extrêmement. Ouais. Donc on voit Sébastien Delfosse, le Wallon qui avait tenté sa chance, a été repris par le groupe des premiers, et on voit que le groupe de contre-attaque est emmené par AG2R La Mondiale. Et forcément, ce sont eux les plus nombreux, les coureurs d'AG2R La Mondiale. C'est pas un piège, ça d'ailleurs, on va les obliger à faire le boulot, puis les autres vont attendre. Oui, mais justement, c'est aussi un avantage. Ça permet justement de faire vivre ce groupe d'échappés et ce groupe de poursuivants. Et c'est vraiment, ça peut être vraiment très, très bénéfique. Donc, c'est ce qui pourra peut-être permettre justement à des coureurs comme Gilbert ou Vauclair de pouvoir remporter la Valence Drôme Classique aujourd'hui. Donc Delfosse toujours devant, comment ça se fait que c'est toujours le même qui mène, et Warren Barguil qui passe à roue. Sébastien Delfosse, c'était un coureur vraiment très généreux dans l'effort et on le voit là encore aujourd'hui. Il est à la barre. Est-ce que les autres ne sont plus capables de passer devant ? C'est vrai que comme on le disait tout à l'heure, cette échappée est partie depuis vraiment de bonne heure ce matin. Intéressant, au fond on voit la montagne, la colline de Crussol. Donc on commence à s'approcher, justement on va bientôt repasser sur le Rhône pour faire un bref passage en Ardèche pour ce final avant de revenir dans le département de la Drôme. Et Sébastien Delfosse est reparti. Ça veut dire 2 choses. Où il est très fort. C'était un rond-point, autant pour moi. Il a fait quelques kilomètres en plus, il a fait quelques mètres en plus et dans le vent. C'était un rond-point. C'est une erreur là de passer de l'autre côté du rond-point. C'est une petite faute d'inattention, mais qui peut se comprendre aussi avec la fatigue. Ouais. Mais donc là voilà, on le voit, on va passer sur le Rhône et
Une fois qu'on va traverser le Rhône, on va arriver justement à Charmes-sur-Rhône et on va vraiment commencer justement cette partie du final où on va commencer à monter l'avant-dernière côte, la côte de la Corniche et là les choses sérieuses vont vraiment commencer. C'est pour ça on le voit, Thomas Voeckler est en train de se préserver. Ah oui, il se préserve bien. Et il y a fort à penser Gilbert aussi se préserve. Hein. Que le groupe de poursuivants puisse exploser de nouveau à ce moment-là. Et quelque chose me dit que les coureurs d'AG2R La Mondiale vont encore lever la main pour dire venez nous relayer un petit peu, non? Vous croyez pas? Je pense que maintenant il n'y a plus beaucoup à réfléchir. Ils ont tout intérêt à rouler le plus possible pour faire vivre au maximum ce groupe de poursuivants. L'écart baisse encore à 27 secondes. Donc ils sont en train de rentrer sur la tête. Maintenant le plus important c'est de pouvoir entretenir de façon à pouvoir prendre du champ par rapport au peloton. Là on le voit, on passe sur le barrage. C'est Warren Barguil qui va arriver, qui va franchir en tête le barrage, qui va arriver en tête en Ardèche probablement. Vous savez, moi j'ai l'impression que Warren Barguil il va tenter quelque chose dans l'une des 2 dernières côtes parce qu'il me semble que c'est lui avec Delphos, son tempérament généreux, qui est le plus frais de ce groupe. Et surtout qu'il a une des meilleures capacités à grimper et à puncher. Et là, dans les 2 dernières difficultés, c'est vraiment ce dont il va falloir. Du punch, puisque la côte de la Corniche monte 1,5 km et le Val d'Enfer 2 km à des pourcentages vraiment élevés. Donc nous quittons provisoirement la Drôme pour l'Ardèche, mais c'est normal, ça s'appelle les boucles Drôme-Ardèche. Oui, et puis surtout, c'était le but pour les organisateurs, c'était de pouvoir justement offrir un final vraiment avec de la difficulté. Et c'était important justement d'aller chercher justement ce Val d'Enfer qui sera le juge de paix de cette Valence Drôme classique. Et c'est l'occasion de dire que les 2 départements se donnent la main vraiment pour faire du beau cyclisme dans la région. Je rappelle que le préfet de l'Ardèche, c'est un cycliste, hein, toujours licencié à la Fédération française de cyclisme. Et je crois qu'il est licencié au Vélo Club Caladois. Donc il est en Ardèche parce que les préfets se promènent partout en France, mais il était licencié au Vélo Club Caladois de Serge Barle que vous avez bien connu parce que vous avez couru pour lui. Tout à fait, mais c'est vrai qu'à l'époque, je suis champion de la Tour. C'est vrai que la région Rhône-Alpes et la Drôme et l'Ardèche en particulier sont des terres de vélo. Et on le voit aujourd'hui justement, ces 2 courses-là sont une très bonne promotion pour les 2 départements. Donc là, ça y est, les choses sérieuses vont vraiment commencer. On arrive à Charmes et là on va monter l'avant-dernière difficulté de la journée. Et devant, ça se regarde. L'écart baisse à 17 secondes. Zwadel est encore bien. Non, mais il est certain, il paraît clair que maintenant Philippe Gilbert va mettre le tempo. On va voir, à mon avis, c'est Romain Bardet qui va rester pour AG2R a priori. On le voit, c'est Cassure dans le groupe des poursuivants d'ailleurs. Cassure, c'est fait. On va aller voir qui est devant maintenant, mais c'est clair que c'est la cassure et que la course est en train de se jouer maintenant et qu'elle va se jouer entre le groupe de tête. Mais vous savez, j'y crois plus beaucoup au groupe de tête à part Warren Barguil. On a l'impression qu'ils sont complètement en train de baisser le pied. C'est la raison pour laquelle le Belge Delphos plusieurs fois s'est retrouvé seul devant parce que les autres ne suivaient plus. Et un autre Belge derrière, en la personne de Philippe Gilbert, a des fourmis dans les jambes et il a l'envie de justement provoquer la décision et il durcit encore à son tour la course avec un coureur de Quick Step dans sa roue et Thomas Voeckler toujours. On va avoir un sacré beau final s'il y a Thomas Voeckler qui est là, s'il y a Philippe Gilbert et voilà la jonction, Philippe Gilbert, Thomas Voeckler qui reviennent sur le groupe des échappés. Je crois que de ces échappés, dès que l'avant-dernière côte sera venue, il ne restera pas grand monde. Avec Backlance premier Backlance de l'équipe Quick Step qui passe maintenant sur relais. Premier maillot jaune l'année dernière sur le Tour de France en Corse. Donc vraiment très bon coureur. Attaque de Thomas Voeckler. Bon, il avait dit qu'il ferait rien sur ses boucles Drôme-Ardèche, mais il faut jamais le croire, hein, Thomas, quand il nous dit ça. Thomas Voeckler a parfois tendance à bluffer un petit peu. Mais il était vraiment malade il y a un mois. Il a vraiment été. Il s'est cassé la clavicule. Et ça fait mal, la clavicule cassée. Et surtout, il a pris du retard au niveau de sa préparation. Donc là, on le sent. Et Gilbert était pas loin, Philippe Gilbert. Gilbert connaît Thomas et il sait très bien qu'il ne faut pas trop le laisser bluffer, justement. Donc là, on va tourner. Ça y est, on va tourner sur la gauche et on va attaquer la côte de Charmes. Une côte de Charmes qui peut vraiment faire du mal, qui peut faire la décision. Qui va vraiment commencer encore à fatiguer encore plus les organismes. Et surtout, une fois passé cette côte, on aura une descente un peu technique. 5 km de plat et l'ultime ascension avec la côte du Val d'Enfer. Alors dans ces 6 coureurs en tête, et c'est peut-être bien parmi eux qu'il va falloir chercher le vainqueur final,
Il y a Peter Seri d'Omega Pharma Quick-Step, Warren Barguil, Allez. Ricardo Zeudel, notre Autrichien de l'équipe American Trek, le Français Arnaud Courteil, la Française des Jeux, Benjamin Giraud de l'équipe continentale La Pomme Marseille et Sébastien Delfos, mais sont en train donc de revenir maintenant, sont revenus maintenant Philippe Gilbert, Thomas Vauclair. Et justement, avec très intéressant, les cartes ont été redistribuées. Tour distribué. Et on, ça vient tout changer. Et on retrouve maintenant deux coureurs de l'équipe Quick-Step avec les maillots noirs. Deux coureurs aussi de l'équipe Giant avec des maillots noirs et blancs aussi. Donc là, certaines des équipes vont se retrouver en supériorité numérique. Et ça aura son importance justement dans la partie entre les deux côtes, entre la côte de la Corniche et le Val d'Enfer. Donc vraiment très intéressant. Donc, alors, là, on est dans la côte, il reste encore 1 kilomètre à monter. Philippe Gilbert qui prend les choses en main. Et on a vu Guillaume Bonafont qui était à la peine derrière. Hein, et Michael Cherel dans la roue tout de suite derrière Philippe Gilbert. Là, Warren Barguil encore qui s'accroche derrière. Pas de surprise. Là, avec les lunettes bleues et le casque blanc. Michael Scherer, Philippe Gilbert, Warren Barguil. Est en train de, et voilà, il prise. paye ses efforts. Ça fait 2 jours. Non, mais il en a fait beaucoup. Hein. Il s'est bien montré chez lui, hein, Guillaume Bonafont. Et l'équipe Quick-Step qui à l'arrière aussi est représentée. Serge Powell, c'est en train de lâcher prise. Voilà. Ah, oh là là, regardez. Giro échappé de la première image heure. terrible. Là, ils mettent la flèche. Hein. C'est bien de revoir par derrière combien c'est dur. Et Fonseca, le malheureux d'hier et de l'équipe Bretagne, et il gagnera pas aujourd'hui. est en train aussi de lâcher prise. Pierrick Fedrigo avec le maillot bleu de la Française des Jeux. Mais il est dans le coup, c'est le bon coup là. Mais il est là, il est là quand même. Hein. Il s'accroche. Avec Pierre Roland, hein. Pierre Roland qu'on vient de voir de Robcar avec son maillot vert. Et 10 coureurs en échappée. On va arriver sur un virage à épingle sur la gauche. Dont 3 coureurs d'AG2R la mondiale. 2 seulement, pardon, puisqu'on a perdu Guillaume Bonafont. Et Backlance qui prend les choses en main à son tour. Le Belge de l'équipe Omega Quick-Step. Cherel de l'équipe AG2R qui fait l'effort à son tour. Et Philippe Gilbert tout de suite là. Hein. Philippe Gilbert aux aguets qui ne laisse rien partir. Philippe Gilbert qui a probablement prévu de faire quelque chose dans la dernière côte, la côte de l'enfer, et qui avant ne veut pas se laisser surprendre. Du Val d'Enfer, tout à fait. Là, on arrive sur le sommet. La route est un petit peu en moins bonne de qualité. La route est un petit peu plus granuleuse. Et là, par contre, les coureurs vont reprendre vent de face. Donc là, ça va durcir encore un peu plus, ce final. Va être dur. On a vu Michael Cherel qui serre les dents hein, dans les coureurs de l'équipe AG2R. Mais il est là, il s'accroche. Mais il est là, et Romain Bardet qui ferme presque la main. Ouais. Thomas Vauclair en légère difficulté. Ah oui. Il revient à l'énergie, mais s'il est en difficulté là, il le sera à nouveau dans la côte de l'enfer. Dans le Val d'Enfer, oui, tout à fait. Mais il fait l'effort au bon moment, il gère, il essaye de ne pas non plus se mettre trop dans le rouge. Justement. Et c'est Michael Cherel qui s'est retrouvé devant. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on a cassé le train devant, on est au sommet de la côte, on s'est dit bon, on est entre nous maintenant, personne n'est parti. Ça va peut-être revenir de l'arrière. C'est surtout que là on prend vent de face en fait. On prend le vent de face et automatiquement ça freine un petit peu les hostilités. Est-ce que le plus dur c'est pas quand on vient de franchir la côte? Est-ce que c'est pas là le moment le plus dur? On se dit le sommet là on va tenir jusque là, puis c'est juste après que c'est le plus difficile. Tout à fait. Avec Peter Seri qui fait l'effort pour l'équipe Quick-Step pour Backlance. Il essaye justement de faire en sorte de pouvoir faire l'écart entre le groupe d'échappés et le groupe de compte derrière. Barguil qui s'est quand même bien accroché. Un des rares respectables. Attaque de Pierrick Fedrigo. Alors on le voyait derrière il n'y a pas longtemps. En fait tout va bien pour Pierrick Fedrigo. Comme on le disait hier, en plus il a un faciès où on et Philippe Gilbert vraiment... tout de suite. Philippe Gilbert qui revient. Il ne veut rien laisser partir, il veut gagner. Philippe Gilbert, il l'a dit. Philippe Gilbert qui aurait très bien pu disputer ce week-end les classiques qui lui conviennent parfaitement dans son pays en Belgique. La Heidfolk hier, Kuurne, Bruxelles-Kuurne aujourd'hui. Il a préféré venir ici. Et pourquoi il a préféré venir ici, Sébastien? Parce que justement il prépare les courses, les Ardennaises, les classiques ardennaises. Et il a tiré un petit peu un trait cette année sur les classiques flandriennes avec les pavés. Et il préfère se concentrer pour justement ces courses-là et courir plus souvent avec Cadel Evans et Sanchez, le champion olympique, pour vraiment faire un groupe en vue de ces classiques bien particulières. Et c'est bien le meilleur des hommages qu'il peut rendre aux organisateurs des boucles de Dromardèche, c'est de venir ici pour dire c'est là où ça se passe. Exactement, là c'est vraiment une des préparations idéales pour parrainer ces Tirreno. Un coup pour rien, il n'essayait pas de repartir, il essayait d'empêcher l'échappée là, Philippe Gilbert, mais ça repart tout de suite avec la Française des Jeux. Avec Arnaud Courteil.
Arnaud Courteil qui était déjà échappé aussi tout à l'heure avec Warren Barguil. Donc on le voit, jeune coureur, ex-champion de France amateur et qui jette encore quelques-unes de ses forces dans ce final. Avec le coureur de l'équipe Quick Step maillot noir, Peter Seri, le Belge. Donc là on est sur un petit plateau vent de face et on va bientôt après redescendre sur Soyons, le petit village de Soyons, avec une descente un petit peu technique. On est sur la route de la Corniche, hein. Voilà, va être sur ça. la Corniche. Hein. Et on va descendre, nous allons bientôt descendre sur Soyons avec quelques virages en épingle. D'accord. Avant de reprendre justement un petit bout de national et d'aller chercher justement l'ultime. Non mais les écarts ne font pas, c'est Michael Scherer qui fait l'effort pour revenir. Michael Scherer de Là on prend à droite et on descend. Et là on se lance dans l'avant-dernière descente de la journée. Descente légèrement technique. Est-ce que ça peut se jouer dans une descente plutôt que dans la côte, puisque ça ne s'est pas joué dans la côte là? Là aujourd'hui ça va surtout se jouer dans le Val d'Enfer. Et on aperçoit ces Valences, hein, qu'on aperçoit au fond. C'est ça, on voit Valence, on voit le Vercors en fond et on a vraiment un très joli cadre de jeu aujourd'hui. C'est un avantage d'être devant dans un groupe réduit sur une... Non, la route est large là. La route est large mais vous le verrez par la suite, il y a encore quelques petits virages techniques et puis surtout ces ralentisseurs dans la descente. Il y en a 8 auxquels il faut faire attention et il faut passer justement comme les coureurs l'ont fait au milieu pour justement éviter au maximum le risque de crevaison. Là les coureurs temporisent, hein. Ça n'a pas marché dans la côte, ça n'a pas marché au début de la descente. On reprend un peu, on récupère. Ouais. Non, il faut récupérer un moment quand même. Ouais, hein. ouais, tout à fait. Là, ils se sont donné le mot, ils sont en train de récupérer. Ils font quand même la descente pour éviter quand même que derrière le groupe de contre revienne, mais ils font la descente pour pouvoir justement aller ensuite chercher justement cette dernière portion, une de ces dernières portions de plat. Il y aura environ 5 km entre le bas de la côte de Soyons, entre le village de Soyons et le Val d'Enfer. Donc on le rappelle, dans ce groupe de tête, Thomas Voeckler, vous l'avez vu, Jan Backlands, il a attaqué, sont revenus dans ce groupe de tête, donc ainsi que Romain Bardet, qui est avec Romain Bardet, le coureur d'AG2R La Mondiale, qui est dans ce groupe de tête avec Michael Cherel, deux coureurs d'AG2R La Mondiale qui sont dans ce groupe. Deux coureurs qui sont capables de gagner à Valence. Ouais, bah là dans les 10 coureurs qu'on en a à l'avant de la tête, on peut imaginer que c'est Michael Scherer qu'on a vu derrière. Ouais. Et Thomas Voeckler qui est en tête pour l'instant. La descente. Avec un petit peu d'humidité ici, il faut faire attention. Difficile là. Hein. Méfiance, et ça passe. C'est difficile, ça fait peur les descentes. Quand c'est sec tout le temps, ça va. Le plus difficile, c'est justement quand on a des portions comme ça, sec mouillé, c'est un peu plus difficile de doser son freinage. Mais là on le voyait de loin et ça va, c'est très bien passé. Donc là on est en train de traverser le village de Soyons et on va revenir sur... C'est pas Warren Barguil qui vient d'attaquer? Ouais, il vient prendre Warren Barguil qui prend une attaque ou... Si, c'est une attaque ça. Et il prend les choses en main, on va dire. Là il va se retrouver maintenant pendant 5 km face au vent. Donc vaut mieux qu'il... Voilà, non, mais là, il sait très bien qu'il a tout intérêt à faire collaborer ses compagnons d'échappée. Ce qui serait intéressant, c'est qu'on puisse avoir des écarts. Il faudra avoir l'écart. Alors, je peux déjà vous dire que le peloton est de 2 minutes 50. Pour lui, c'est terminé. Reste à savoir s'il reste un groupe derrière eux. Ou si tous les autres se sont relevés. Mais pour le peloton, c'est fini. Après, on va pouvoir regarder avec les images. Donc, le groupe de tête. Là, on a vraiment le groupe des hommes forts quand même. Hein, groupe qui s'est quand même détaché à la pédale. Donc, au placement et à la pédale dans les côtes. Ça nous fait 11 coureurs en tête. Donc parmi lesquels Philippe Gilbert, parmi lesquels nos deux coureurs d'AG2R, Michael Scherer et Romain Bardet, parmi lesquels Warren Barguil, il y a Pierrick Fedrigo, il y a Thomas Voeckler, le Belge Delfos qui repart, et contre de Thomas Voeckler. Backlands de l'équipe, un autre Belge de l'équipe Omega Quickstep qui part à sa poursuite. Attendez, ça va bouger sans arrêt maintenant, hein. On se regarde, on là ils auraient tout intérêt à justement collaborer pendant au moins 4 à 5 km de façon à aller chercher le pied de cette dernière ascension pour se donner le maximum de chance. Reste à savoir où sont les autres derrière, parce que tous les autres ont pas renoncé. On a vu Gianni Mersman qui est dans ce groupe aussi. Mersman qui est rentré, ouais. Gianni Mersman, gros client, hein, Gianni Mersman. Donc ça veut dire là avec Valence. Ça veut dire qu'ils sont trois coureurs de l'équipe Omega Quickstep. Ah oui. Avec les maillots noirs et les casques blancs, 3 coureurs de l'équipe belge Omega Quickstep. Donc là, c'est cette équipe qui se retrouve en supériorité numérique et un petit groupe de coureurs derrière qui revient justement en compte avec des coureurs du United Healthcare
l'équipe américaine, l'équipe continentale pro-américaine. Qui profite Delphos qui relance. Qui profite justement de cette tactique. On se croirait sur la piste, attaque, on se relâche, attaque, on se relâche. Ça permet derrière de revenir quand on fait ça, parce qu'on casse le rythme sans arrêt. Tout à fait, puis surtout, on le disait tout à l'heure, mais un vent défavorable dans cette partie-là, et donc automatiquement, ça calme un petit peu les ardeurs de tout le monde. Donc vous l'avez dit, il aurait été mieux qu'ils collaborent encore un petit moment avant d'attaquer à tour de rôle comme ils viennent de le faire. Il aurait été mieux, mais ils sont beaucoup trop nombreux pour arriver à s'entendre, et ça serait, c'est possible que le groupe de contre derrière revienne au pied de la dernière ascension. Attaque de nouveau de Warren Barguil, l'équipe Giant, l'équipe hollandaise Giant. C'est pas oui. C'est pas le meilleur moment pour attaquer, c'est sûr. Non, il est plutôt. Courteil de la Française des Jeux. J'ai plutôt le sentiment qu'il se dit, Warren, on ferait mieux de collaborer un peu mieux les gars et d'être de souder un peu plus les coudes et puis de s'attaquer, de voir ce qui se passe dans la dernière côte, quoi. Michael Cherel qui passe son bout, qui justement essaye de faire en sorte, voilà, l'autre belge d'Omega qui fait le même signe de la main. Il faut vraiment retrouver de la cohésion dans ce groupe, au moins pendant 3 ou 4 km. Il faut vraiment retrouver cette bonne entente pour pouvoir espérer aller le plus loin possible et pouvoir jouer entre eux la victoire. Delphos qui rattaque encore un petit peu, le belge de l'équipe wallonne. C'est pas une attaque violente quand même, si, mais ouais, les autres ne réagissent plus. Il est échappé plus personne ne réagit. Plus personne ne réagit. Alors là, Alain Tox. Là, il va se passer quelque chose. Qui va réagir? Plus personne. Et quand on ne réagit pas tout de suite, après l'effort est trop violent. Plus personne ne veut y aller. Oui, mais par contre, il risque de buter un petit peu dans la dernière ascension du Val d'Enfer avec de forts pourcentages à 15%. Mais Barguil prend les choses en main. Parce qu'il va être seul face au vent maintenant. Si les autres, mais il s'organise pas pour l'instant. Les autres ne s'organisent pas. Il prend 200 mètres environ. Ouais, mais après l'effort est tellement violent. Quand il va se retrouver dans la dernière côte, il va lui rester du souffle pour la grimper. Et puis surtout dans la dernière côte, après c'est pas encore fini, il y a encore une dizaine de kilomètres pour aller l'arrivée ici à Valence. Donc, mais il tente son va-tout, il est échappé quasiment depuis la première heure. Il sait que sa seule chance maintenant c'est d'essayer de prendre un petit peu d'avance. C'est bien joué, c'est bien, c'est très très bien joué de sa part. En tout cas, il fait bien son travail de professionnel. Il est dans une petite équipe, 3e division professionnelle. Il a besoin de wildcard, c'est-à-dire d'invitation pour aller dans les grandes courses. Pour avoir des invitations, il faut se montrer. Tout à fait. Et là, il se montre. Et là, il se montre à son avantage. Et là, il va prendre à gauche et on sera au pied du Val d'Enfer. Ça y est, on va commencer à être dans les premières pentes. Et même à la télé, vous allez voir les premiers pourcentages. Je pense que certains vont peut-être même prendre un petit coup au moral parce que c'est assez rare d'avoir des pourcentages comme ça, justement. Ils sont combien de ces pourcentages? Parce que vous les effectuez régulièrement, ces côtes, et toujours actuellement, pour garder la forme. Là, c'est vrai qu'il y a encore pas si longtemps, on a fait une reconnaissance et au pied du Val d'Enfer, on est à presque 15%. On y est là? Là, on y est, ça y est. Ça écrase un petit peu, mais voilà. Oui, non, mais ça écrase, on se rend bien compte quand même. On voit que c'est vraiment extrêmement raide et ça va en s'en prendre plus d'un. Ouais. Certains coureurs ont mis le 27, voire le 28 ans, et là on le voit, c'est vraiment dur. Et surtout, ça monte très dur comme ça pendant les 800 premiers mètres. Il y a ensuite un léger replat et ça monte encore un gros kilomètre. Voilà, là on le sent. Les coureurs sont dedans. Avec Backlands de l'équipe. Et Cherel directement derrière. Et Cherel tout de suite derrière. Cherel de G2R la mondiale, Backlands qui est parti. Philippe Gilbert reste en embuscade pour l'instant à la tête du groupe. N'a pas réagi tout de suite. Parce qu'il temporise ou parce qu'il ne peut pas? Et là, Thomas Voeckler. En légère difficulté, là c'est dur. Là, il y a 200 km. Clairement, Thomas Voeckler est dans le dur là. Mais on l'a déjà vu dans le dur et repartir derrière. Oui, il grimace et il en remet une couche. Et là, idéalement, il faut. Même s'il paraît avoir un passage un petit peu avec le masque, là idéalement il faudrait pouvoir être un petit peu mieux placé quand même, parce que la course est en train de se jouer maintenant dans cette ultime ascension et c'est vraiment maintenant où il faudra pouvoir arriver à produire son effort. Michael Cherel, il est en train de faire quelque chose là. Michael Cherel, il est parti, le coureur d'AG2R la mondiale. Est parti, ouais. Avec Backlands. Avec Backlands et Zwadel encore derrière. L'Autrichien de l'équipe américaine Trek avec son maillot noir en tête du peloton. Et on le voyait, Thomas Voeckler a décroché légèrement. Et Philippe Gilbert a l'air à la peine. Voilà, Philippe Gilbert, maillot rouge là qu'on voit avec probablement Pierrick Fédrigo dans sa roue et Romain Bardet. Je pense que Philippe est un petit peu en train de gérer son effort pour justement éviter de se mettre un petit peu trop en rouge avec les genouillères. On le voit en première avec le Dossard 53. Là, Gilbert est encore dans la course avec un très bon Pierrick Fédrigo dans sa roue. Il sait qu'il peut encore compter sur de très bons coureurs à ses côtés et on le voit, les écarts sont infimes.
Et tout est rentré, tout rentre à nouveau. Hein, on n'a pas. Ça change très très vite. Hein. Avec Marco Minard du groupe Pointy, le Hollandais, avec le maillot bleu. Et vous savez, c'est Romain Bardet hein, qui est en train de. C'est Romain Bardet, hein, c'était pas Michael Scherer. Hein. C'est Romain Bardet qui revient. C'est Romain Bardet. Là, on arrive sur le léger replat. Et passé ce replat, on aura encore 1 km d'ascension et nous monterons sur la droite et de nouveau une petite route technique. Grand gabarit comme Michael Scherel, c'est pourquoi je l'avais confondu. Romain Bardet, vainqueur du dernier Tour de l'Ain et un vainqueur impressionnant. Romain Bardet, pétri de talent, capable de passer partout. Un futur un grand coureur par étapes. C'est vrai qu'ils se ressemblent beaucoup de coureurs longévriques. Ils ont le même gabarit, hein. Ils sont très forts tous les deux actuellement. Et mais normalement revenir sur Delphos. Ouais. Et le patron sur cette course, normalement plutôt désigné, c'était lui, Romain Bardet. Il tient bien son rôle. Et derrière, on aura Michael Scherel en embuscade prêt à partir. Non, il a l'air d'avoir. Les deux marchent très bien. Zwadel qui. Donc Zwadel qu'on a vu toute la journée d'hier, l'Autrichien de l'équipe Trek. Voilà. Encore à son avantage aujourd'hui. Et Pierrick Fedrigo derrière. Et là, on est vraiment dans les plus forts pourcentages. Et ça paraît terminé pour Vauclair. Donc là, on est dans la dernière partie. Plus que 3, il est parti, Fedrigo, ou il a été lâché? Ils sont plus que 3. Je pense qu'il a été légèrement lâché. On arrive dans les 500 derniers mètres de cette ascension. La route est un petit peu moins bonne et on va avoir de nouveau mais l'écart n'est pas fait hein, pour les 3. Non, l'écart n'est pas fait. Encore dans un mouvement de poche. C'est peut-être un effort qui va se payer dans les derniers kilomètres. Delphos quand même qui résiste bien hein, étonnant, hein, avec l'effort qu'il a fait sur le plat. Petite attaque de Bardet qui durcit encore à son tour il est clair que Bardet a vu que l'écart n'est pas suffisant hein, pour. Il fait l'effort. Il veut faire décision. Il veut absolument. Là, il joue le tout pour le tout à présent. Parce qu'après, s'il est repris, ça sera dur de récupérer un tel effort. Et la Backlance qui gère à son tour. On le voit, on aperçoit le sommet de la côte. Ils sont dans le dur tous les 3. Ils sont dans le dur. Delphos n'arrive pas à revenir, mais on a l'impression qu'il plafonne à son tour, hein, Romain Bardet. Ouais, là c'est un effort extrêmement violent. Cette côte est très difficile après 180 km. Et Delphos fait l'effort, il a compris, il mouline un petit peu plus que Romain Bardet. Il va pouvoir revenir sur Romain Bardet qui a plafonné, mais il a tenté et peut-être qu'il a redonné de l'impulsion au groupe pour avoir plus d'avance au sommet. Et ils ont tout intérêt de toute façon à se regrouper au sommet puisqu'ils prendront de nouveau encore le vent de face et se retrouver seul à 10 km de l'arrivée ne serait peut-être pas la meilleure des solutions pour Romain Bardet, mais il tente encore de repartir. Il en met une couche. On va bientôt tourner à droite et là la côte sera terminée. Ça y est, là on tourne à droite et l'ascension est terminée. Ah oui, mais là encore le virage, c'est encore bon là comme côte, non? C'est encore sévère là. Ça y est, non, ça mouline. Là, ça y est, c'est terminé. Zwadel fait l'effort derrière. Fedrigo, ah oui, mais il n'y a plus grand monde derrière. Il n'y a plus Philippe Gilbert. Gilbert décroché, oui. Mais on va se retrouver avec deux coureurs d'AG2R, la mondiale demain, Michael Scherrer et Romain Bardet. Devant, tout à fait, ouais. Pierrick Fedrigo qui est derrière avec Romain Bardet. Que dis-je avec Michael Scherrer. Scherel. Donc nous avons devant tout seul Romain Bardet, coureur d'AG2R la mondiale. Avec le maillot jaune en chasse. Le Belge Delphos avec Braklands, 2 Belges. Un Wallon et un Flamand. Et là, nous allons redescendre légèrement et vous le voyez au fond vers cette grotte bassiste, de remonter de nouveau et ensuite prendre la dernière descente technique. C'est un bon descendeur, Romain Bardet. Romain descend relativement bien, oui. Et surtout, chose intéressante, Pierrick Fedrigo en cas d'arrivée au sprint pourrait vraiment se montrer à son avantage. On le sait, il a gagné plusieurs étapes sur le Tour de France et c'est vraiment sa spécialité d'arriver à s'échapper comme ça sur des parcours difficiles. Et on va se retrouver avec 6 hommes en tête et grosse surprise, Philippe Gilbert n'est plus là. Dommage pour le Belge, ex-champion du monde. On le savait très motivé, mais dis donc, ça n'en finit jamais de grimper. On a passé la côte et ça monte encore. Ça remonte légèrement encore un petit peu avant de basculer définitivement sur Saint-Péret, sur Saint-Péret et ensuite Guy-Rambranche. Est-ce que les coureurs le savent ça? Est-ce qu'ils ont repéré la fin de parcours? Certains, oui, on le voyait vendredi alors qu'il pleuvait. Certains coureurs étaient venus repérer un petit peu pour voir justement ce final qui était nouveau. Et pour ceux qui auront repéré justement ces deux ultimes difficultés,
et cette descente technique auront un avantage aujourd'hui. Et on peut pas s'en rendre compte uniquement sur la carte en lisant le profil et l'itinéraire. Non, rien ne vaut une bonne reconnaissance. C'est le cas dans les classiques flandriennes comme ce week-end Weidvolk et à Kurn où les équipes arrivent quelques jours, 2 jours avant, au lieu d'arriver la veille, de façon justement à pouvoir faire les reconnaissances. Les reconnaissances sur le terrain sont vraiment importantes. Là, on se lance vraiment dans la descente. Petite route étroite, mais là en groupe de petits, avec un petit groupe de coureurs, ça passera tout seul. Mais c'est vrai que il y a un petit air de classique aujourd'hui sur les boucles Dromardèche. Et les organisateurs se permettent de tracer des routes aussi petites parce qu'on sait très bien qu'après un tel profil, une telle étape, on n'a plus un peloton de 160 coureurs. On savait que c'était extrêmement sélectif. Ouais. Je serais curieux de savoir combien de coureurs vont terminer. D'autant plus que quand on fait un circuit pas très loin de Valence, quand on a perdu pied à mi-parcours, on peut revenir directement à Valence parce qu'il faut le savoir. Hein. C'est pas amusant de monter dans une voiture balai, mais quand on a le camion qui est garé à quelques kilomètres, qu'on peut quitter le circuit, ça encourage à quitter la course. Hein. Ça arrive souvent. Ouais. Delphos, toujours présent. Mais alors, Cherel ou Bardet là? Ah oui. Les deux. Encore, ils sont toujours ensemble. Hein. Là, c'est des petits, on peut pas dire. Mais c'est dommage de garder de tels écarts parce que tout le monde est dans le vent là. Personne ne profite de quiconque. Et là, la descente est tellement technique que l'abri du vent n'est pas très très importante. On le voit là, la route saute légèrement et on va arriver de nouveau sur une belle route. Est-ce qu'il va donc on a donc Ricardo Zeudel, apparemment moins bon descendeur que les autres. Ouais, il a pas voulu prendre trop de risques. Backlands, le Belge de l'équipe Quickstep qui emmène ce groupe d'échappés. On le disait tout à l'heure, Sébastien Delphos a bien fait de tenter sa chance de loin. Ça lui a permis de pouvoir accrocher justement le bon wagon et tactiquement c'est bien joué. 5 coureurs avec une attaque de Bardet, Romain Bardet est derrière, ils l'ont pas vu partir et ça peut être payant et personne ne réagit, évidemment pas Michael Cherel qui est dans une situation parfaite puisque son coéquipier attaque. On voit que Delphos n'a pas le jus pour l'instant de répondre, que Backland jusqu'à présent n'a pas montré qu'il voulait faire des efforts pour les autres. Et ça peut profiter à Romain Bardet pour les 8 derniers kilomètres qui sont très compliqués. Avec justement l'aide de Michael Cherel derrière qui va contrôler, canasser ses coureurs échappés et casser justement le rythme, voilà, comme il était en train de le faire actuellement. Situation parfaite de course pour un AG2R la mondiale. C'est très bien joué pour Romain Bardet, même si c'est un petit peu loin quand même. On est encore à 8 km de l'arrivée et surtout des parties relativement planes avec de nouveau un vent qui va être défavorable. Légèrement de côté. C'est Backland qui se décide là. C'est Delphos. C'est le Belge Delphos. Ah non, devant, pardon, je regardais derrière. J'avais pas vu Delphos. De l'équipe. C'est Delphos qui était reparti. Voilà. Incroyable ce coureur, Delphos. Beaucoup d'énergie qui revient sur Romain Bardet. Alors je regardais le troisième, pardon. J'avais pas vu que Delphos était à son tour parti. Bon, effort pour rien, pas pour rien. Ça a épuisé tous les autres. Ouais. Et Backlands qui repasse. Voilà, c'est Backlands qui derrière a vu Delphos. Il a rien fait tant que personne n'a bougé, mais il a vu Delphos partir. Backlands, mais il part pas de lui-même tout seul. Très malin, hein, Zeudel, excusez-moi. Zeudel. Et Backlands est au fond. Backlands est toujours là. Fedrego avec le maillot bleu derrière de la FDJ se fait un petit peu oublier. C'est très très bien joué de sa part. Je pense qu'en cas d'arrivée au sprint, il pourrait être le vainqueur du jour. Donc a priori, puisque maintenant l'écart est de 35 secondes avec le groupe Philippe Gilbert, à 7 km de l'arrivée, on ne peut pas encore estimer que le vainqueur est parmi ces 6-là. Parce que 7 km, si ceux-là ne s'entendent pas et que derrière ça roule, mais Gilbert est-il capable encore de faire l'effort s'il était décroché dans la dernière course? Il faut voir avec qui, surtout avec qui il est accompagné, de quel coureur il était accompagné. Et s'il trouve un petit peu de renfort à ses côtés, pourquoi pas. C'est vrai que 30 secondes, plus de 30 secondes à 7 km de l'arrivée, tout est encore jouable, que ce soit à l'avant pour échapper ou derrière pour le groupe de contre. Mais comme vous le disiez, on le voit, Backlands tergiverse un petit peu, regarde, fait le point visuellement. C'est plutôt un finisseur, hein, Backlands. Non, mais il est en train. C'est clair que si ce groupe arrive comme ça, il va faire quelque chose, hein, Backlands là. Hein. Backlands a des chances, tout comme Pierre et Fedrigo. Là, on prend un petit peu de. Voilà. Là, c'est Fonseca derrière qui roule avec Barguil pour le groupe de contre. C'est pas mal comme groupe de contre bien. Aussi. Hein. S'ils s'entendent, rien n'est joué. Avec beaucoup de coureurs de Quickstep qui n'ont pas collaboré du fait qu'ils ont un coureur échappé devant.
Et c'est à nouveau parti par un coureur d'AG2R la mondiale. On peut supposer Michael Sans doute Cherel cette Cherel, fois, ouais. puisque c'est Bardet qui était parti en premier. Ils jouent bien leur rôle, hein, chacun son tour. Hein. C'est très très bien joué de leur part, ouais. Mais pourquoi pas aussi essayer de faire vivre le maximum cette échappée, du fait qu'on le voit, les écarts se réduisent. Plus de 30 secondes, on a perdu 5 secondes par rapport à tout à l'heure, et puis on le sent, ça s'entend un petit peu moins bien. Donc peut-être qu'au lieu d'attaquer, il ferait mieux justement de continuer à collaborer. Ils sont en supériorité numérique. Inconvénient pour eux, ils ne font pas partie des meilleurs sprinters, même si Michael Cherel est pas mal Backlands. Backlands qui Backlands tente qui est à parti, son tour ça y est, sa chance. Backlands vient de partir. Il a compris, il a vu l'écart qui rétrécissait, 27 secondes. Backlands vient de partir. Et c'est Bardet qui fait l'effort pour revenir. Romain Bardet, il en a gardé encore. Donc c'est Romain Bardet. Lui, il n'a pas hésité à prendre vraiment ses responsabilités, Romain Bardet. Hein. Il s'est dit Backlands, là, faut pas le laisser partir. Il faut surtout pas laisser partir. Hein. Backlands à 6 km, c'était perdu pour eux. Et c'est Romain Bardet qui a pris ses responsabilités. Et on le laisse faire le travail tout seul. Il a gagné il se relève, il dit maintenant, faut peut-être venir m'aider hein, quand même. Mais Zoidel n'a pas envie, l'Autrichien. Et en revanche, c'est une étape de Pierrick Fedrigo. C'est pas une aide qu'on vient lui apporter, c'est un contre. Là, il y va. Il sait que justement, il faut pas trop jouer à ce moment-là. On rentre vraiment dans les faubourgs de Valence. On est maintenant à 5 km de l'arrivée. Et on a encore perdu quelques secondes sur le groupe de chasse dans lequel je vous rappelle il y a Warren Barguil et Philippe Gilbert. Nous sommes 26 secondes derrière, entre les deux à 5 bien. secondes. Et Philippe s'ils roulent Gilbert, bien tous idéalement ensemble. placé. Philippe Gilbert récupère un petit peu, se fait un petit peu oublier. Ah non, mais... Avec le maillot rouge de la BMC derrière et les liserés de champion du monde. Et là, on les voit, ils roulent bien les uns pour les autres, tandis que là, ça part dans tous les sens et on voit l'écart qui se réduit. Hein. Zoidel avec le maillot noir de l'équipe Trek essaye de nouveau d'attaquer. Mais ça c'est plutôt de bon augure pour le groupe de contre qui derrière s'entend beaucoup mieux qu'à l'avant. Et à chaque fois, vous voyez, on se rejoint, on temporise et c'est des secondes gagnées pour le groupe. Et c'est des secondes gagnées pour le groupe de chasse. 24 secondes maintenant. À 5 km de l'arrivée. À 5 km, ça va être serré. Tout est possible. C'est un final aussi palpitant qu'hier. On a eu une course exceptionnelle hier sur les terres des Choises, mais on en bénéficie encore aujourd'hui d'un très très beau spectacle. Tout est possible. Là, le groupe de tête est en train de se relâcher. On les voit, ils s'alimentent. Attention, ils sont déjà en train de préparer le sprint. Mais attention, les autres ne sont qu'à 21 secondes. On est en train de se relâcher. On boit un coup. Faut bien boire un coup aussi. Hein, mais... Attaque de nouveau d'un coureur G2R. Les deux, ils vont ensemble. Oh là, c'est Michael Cherel qui est parti. C'est Michael Cherel qui est parti. Et bien en embuscade, Romain Bardet bien en embuscade derrière Zoidel. Voilà. Et là, il va falloir prendre les ronds-points sur la gauche. La route est ouverte pour aller au plus vite. On quitte Saint-Péret, on va rentrer dans Guillan-Grange. Vous savez qu'à ce rythme-là, ils n'arrivent pas à l'arrivée. 20 secondes, ils viennent de perdre 10 secondes en 2 km. Ouais, derrière le groupe de contre avec l'équipe Omega Quickstep s'entend vraiment très très bien. Et ça continue de tomber, hein, les secondes. Hein. Un groupe qui s'entend bien. Ça roule pour Mersmans derrière. Contre un groupe où les coureurs ne roulent plus que chacun pour soi. Forcément, c'est le groupe de contre qui est gagnant. Reste à savoir s'il reste la marge pour revenir. 17 secondes et ça temporise de nouveau à nouveau là, on va voir le chrono, on va voir l'écart chuter à nouveau. Hein. Tout à fait. Là devant l'entente n'est vraiment plus bonne. Romain Bardet essaye de récupérer dans les rues, ça veut dire qu'il va attaquer. Il veut faire un sprint décollé, il veut essayer de surprendre tout le monde. Mais il part de loin. Voilà, ça y est, Romain Bardet sur la droite. Romain Bardet à 3 km, attaque de Romain Bardet. Michael Cherel qui bouge la vue, qui casse le rythme devant. Bien joué des deux coureurs d'AG2R de la montagne, de AG2R la mondiale. Et là, c'est une vraie très belle attaque, bien préparée de Romain Bardet. C'est Delphos qui fait l'effort et à droite là-bas, c'est Zoidel qui est parti. Voilà. Zoidel avec Delphos dans sa roue. Et Backlands est derrière Cherel. Backlands laisse emmener, ouais. Un nouveau idéal pour les coureurs d'AG2R la mondiale. Michael Cherel n'a plus qu'à rester dans les roues. Si jamais ça marche pas pour Romain Bardet, il va pouvoir gicler dans vue de l'arrivée. Ouais, mais on le voit derrière. Il n'y avait plus qu'11 secondes, il fallait pas traîner, il fallait le faire. L'écart descend encore un peu plus à seulement 11 secondes maintenant. L'équipe Omega Quickstep derrière. Ouais, mais là il est parti Romain Bardet. Est-ce qu'il peut tenir 3 km? Il est parti Romain Bardet. Romain Bardet, vainqueur du dernier jeune coureur auvergnat. Pas loin. Ah, il est parti, mais c'est Delphos qui a fait le travail encore pour revenir avec Pierrick Fedrigo dans sa roue. C'est un effort de poursuiteur, mais il continue, il se retourne. Mais c'est bien joué, c'est pas bon pour le moral. Et maintenant, il ne faut plus qu'il se relâche. Là, on va bientôt repasser sur le Rhône, on va passer le pont l'écart est pour fait. rentrer. Et là, c'est l'écart vraiment
Je crois qu'il faut plus qu'il se retourne maintenant, Romain Bardet. Ah, là, le nez dans le guidon. maintenant, Qu'est-ce que vous faites, vous, devant, comme ça? Ah là, il tout seul. n'y a plus à réfléchir. Il est à moins de 2 km de l'arrivée. Maintenant, là, c'est vraiment un bon coup. Là, il a pris une option quand même pour la victoire finale. On franchit le Rhône, on revient sur Valence. Un léger faux plat, on tournera sur la droite ensuite pour aller chercher la gare et ce sera l'arrivée. On va passer devant l'esplanade du Champ de Mars bientôt. C'est vraiment l'arrivée est en vue, hein. On est à moins de 2 km, on est à moins de 2 km de l'arrivée. Oui. Mais il se retourne, Romain Bardet, il ne faut pas se retourner. Il faut pas se retourner, Sébastien. Il se retourne vraiment de façon très, très furtive pour voir, mais derrière Et le groupe était là, il a eu raison, il est parti au bon moment parce que l'équipe Omega Pharma Quick-Step qui roule derrière pour Mersman. Ne croyez pas que nous soyons à 2 km, nous sommes à moins d'1,5 km de l'arrivée à présent. Ouais. Nous sommes à 1,5 km de l'arrivée. Bardet qui fait son effort. Un effort de poursuiteur pour Romain Bardet. Il est capable, Romain Bardet, de venir offrir à G2R la montagne, non pas sa première, mais sa troisième victoire de la saison. On remonte de nouveau dans Valence, c'est de nouveau difficile. On remonte sur les boulevards. Delphos qui part en contre derrière. Mais c'est très bon pour Bardet Romain Bardet. A fait l'écart. Romain Bardet a fait l'écart. Ah, il va gagner, il va virer devant le kiosque des amoureux de Péné. Et après c'est la ligne droite d'arrivée. C'est gagné, on peut le dire. Pas encore. Là c'est un final assez technique. On va arriver vers la gare. Mais on est à moins d'1 kilomètre de l'arrivée là. Ah, faudra qu'ils soient forts les autres. Et on lâche pas quand on est comme ça, même si tout vous fait mal dans la tête. On est gagnant là quand on est à moins d'1 kilomètre de l'arrivée avec un tel écart. Très grosse option pour la victoire. Dernier virage à gauche et la victoire va se dessiner pour lui. Le jeune Romain Bardet, exceptionnel vainqueur du Tour de l'Ain l'année dernière. Il est né en 1999. Il a rejoint G2R la mondiale très vite. Il a été formé à cyclisme. À cyclisme Chambéry et il est en train de remporter une nouvelle grande victoire. Je ne vais pas dire la plus grande victoire de sa carrière parce qu'il les a déjà cumulées et qu'il a remporté le Tour de l'Ain il n'y a pas longtemps. Il lève le bras. C'est gagné. Magnifique victoire de Romain Bardet qui fut hier le grand animateur de la classique Sud-Ardèche, qui a profité d'un travail d'équipe admirable de toute l'équipe à G2R la mondiale. Ça n'a pas marché hier pour cette équipe chambérienne, mais ça marche aujourd'hui. Le travail collectif paie. Le cyclisme est un sport individuel par équipe. Il gagne ici parce que Michael Scherer a fait le travail pour lui dans le groupe des échappés, parce que tous les autres toute la journée, et parmi lesquels les deux régionaux, les deux Dromois, Axel Daumont et Guillaume Bonafont, ont fait le travail depuis le début de la saison. Sébastien Joly, vous partez vite, vous allez essayer d'aller parler avec Romain Bardet pour cette victoire qui est magnifique. Romain Bardet félicité ici par Michael Scherer, et puis félicité aussi par ses compagnons d'échappée parce que tous ont bien collaboré, tous ont passé, vous savez c'est ça les coureurs cyclistes, ils ont souffert ensemble toute la journée et ils ont souffert dans l'honneur, pas de coups foireux entre eux. Ils ont tenté leur chance chacun à leur tour et voici un troisième larron d'AG2R la mondiale qui arrive maintenant. Et c'est peut-être bien Axel Daumont mais je suis pas sûr, hein, je le vois pas encore, je suis loin de la G2R la mondiale. Vous voyez, il n'y a pas d'oreillette, mais ah non, c'est Romain Bardet, pardon, on est en train de revoir au ralenti la victoire de Romain Bardet, excusez-moi, Romain Bardet, parce qu'il n'y a pas les oreillettes et les coureurs qui vont franchir la ligne maintenant ne savent pas encore qui a gagné la course. Magnifique victoire en solitaire de Romain Bardet, qui était très fort parce qu'il a attaqué plusieurs fois aujourd'hui et qui a su attaquer au bon moment à 3 km de l'arrivée, quand le groupe de contre avec, excusez du peu, Philippe Gilbert et Warren Barguil était en train de revenir. Il a viré largement en tête devant le kiosque des amoureux de Péné qui était passé là par hasard en 1942, qui a vu que ce kiosque et puis qui a réalisé son magnifique dessin sur les amoureux de Péné, ces amoureux de Péné qui sont le symbole de tous les amoureux de la terre aujourd'hui et qui seront un petit peu le symbole de la victoire de Romain Bardet aujourd'hui à Valence, terme de la première Valence Drôme Classique, deuxième édition du nom, mais première réellement réalisée, puisque l'année dernière, la course n'avait pas eu lieu à cause de la neige qui était tombée sur la ligne de départ juste avant le départ. Vraiment, nous avons assisté pendant 2 jours sur les boucles Drôme-Ardèche à 2 très belles épreuves. Alors je dis pas ça parce que France 3 Rhône-Alpes a décidé de retransmettre ces 2 épreuves, mais parce que vraiment il s'est passé quelque chose pendant 2 jours. Vous qui avez l'habitude de regarder le Tour de France, que se passe-t-il du début à la fin? Vous avez des échappés qui partent au tout début, qui prennent 10-15 minutes d'avance, le peloton laisse faire, et puis à 50 km de l'arrivée, tout le monde se met à rouler,
le peloton revient et l'arrivée se juge au sprint. Et ça a été ça pendant les 3/4 des épreuves, sauf en montagne évidemment. Eh bien, aujourd'hui et hier, rien du tout. Des attaques du départ, oui, hier, une attaque suicidaire du départ, mais quelle course à partir de 100 km de l'arrivée avec des attaques incessantes. Et aujourd'hui, des attaques du départ à l'arrivée avec chaque fois des leaders qui sont parmi les meilleurs et toujours aux avant-postes. Les deux régionaux de la Drôme, à savoir Guillaume Bonnafont et Axel Daumont. Et que dire, quand on dit que on se sent pousser des ailes quand on est chez soi, poussé par son public, c'est vrai. Et Sébastien Joly, notre consultant, qui vient de me quitter, il est parti, il va essayer d'interviewer Romain Bardet. Vous l'a dit, Sébastien Joly, chez soi, on est toujours plus fort. D'ailleurs, Sébastien, qui a eu un cancer, qui était revenu après son... Félicitations Romain. Merci. Tu peux un petit peu nous expliquer comment s'est déroulé le final? On s'attendait justement à ce que ça attaque vraiment très fort dans les 2 dernières ascensions, mais on s'est rendu compte que la course a été lancée dès le départ avec un fort vent, et puis surtout vous n'avez pas attendu justement la côte de la Corniche pour faire la décision avec vos équipiers. Oui, c'est vrai que ça a été une très très dure journée. Tout le monde était sur le pied de guerre dès le kilomètre 0 avec tout ce vent sur le circuit. C'était vraiment une course pour comme fort. D'ailleurs, on se regardait, on se demandait un petit peu ce qui nous arrivait parce qu'on n'a plus l'habitude de courir comme ça chez les pros du kilomètre 0 jusqu'au kilomètre 190 à fond. Donc c'était très éprouvant, il fallait rester placé toute la journée, mais grâce à une super équipage de Zermain Mondial, ils ont toujours fait confiance, toujours permis de rester dans les premières positions du peloton. Voilà, hier on s'était pas passé loin, on était tous un petit peu revanchards et je leur ai dit qu'il fallait y croire jusqu'au bout au début. Et on avait pas mal de locaux dans l'équipe comme Guillaume Bonnafont, Axel Daumont. Et ils avaient reconnu le parcours, donc j'étais parfaitement renseigné sur les endroits stratégiques pour faire la différence. Et me retrouver avec mon pote Mika Cherel à la fin. On a attaqué chacun notre tour pour essayer d'user nos adversaires et pour l'emporter en solitaire. Donc c'est vraiment une victoire collective aujourd'hui. C'est vrai que tu es plutôt un coureur de la montagne, et là de finir en pont-suteur, c'est un petit peu différent pour toi? Oui, après je suis un coursier avant tout, c'est-à-dire que j'ai envie de gagner des courses le plus souvent possible et peu importe les profils. Voilà, j'aime bien les courses aussi à bordure comme ça, même si mon gabarit c'est pas toujours facile, mais voilà, c'est très bon pour la confiance de gagner dès le début de saison comme ça, surtout une très belle épreuve comme le classique de Romardèche. Sébastien, il y a quelqu'un qui voudrait féliciter Romain, regardez. On est vraiment plus fort chez soi, Guillaume, quand on court devant son public. Non, c'est sûr, quand on court chez soi, on a envie de bien faire et on avait une équipe homogène, collective, et on avait des belles cartes à jouer. Et je crois que Romain a vraiment bien concrétisé le travail et ça fait vraiment plaisir, il le mérite. Donc Guillaume Bonnafont, coureur valentinois, vous êtes ici chez vous. C'était lui votre leader ce matin, on a dit que vous travaillez pour lui? Oui, Romain fait partie des coureurs cadres de l'équipe. On sait qu'hier il avait des bonnes jambes. Et aujourd'hui, avec la bosse, le Val d'Enfer, c'était une bosse qui lui convenait. Après, c'est un bon descendeur. Quand je l'ai vu attaquer, et je savais qu'on avait une belle carte. Il vous a bien aidé, donc vous étiez en train de parler. Excusez-moi, je n'ai pas entendu tout ce que vous disiez avec Sébastien, mais c'est important l'équipe. C'est fondamental, sans équipe aujourd'hui. C'est toujours placé tous ensemble au début. Puis voilà, Guillaume, c'est mon ami, c'est le local de l'étape. Il nous a parfaitement reconnu les dernières difficultés, donc je savais où il fallait que je porte mon effort. Je me suis isolé dans le Val d'Enfer, c'est revenu avec Mika derrière, et puis après, voilà, c'était toujours plus facile à manœuvrer quand on est que 6 devant que des gros groupes de 15 ou 30 comme on le fut souvent dans la course. Donc ça a été vraiment une course de costaud, un écrémage, et tout ça, voilà, grâce au bon collectif qu'on a eu, on a pu en sortir. On a toujours été en surnombre dans les échappées, et voilà, et à la fin on concrétise, et c'est super. Vous dites c'est mon ami, mais vous êtes un peu tous amis dans cette équipe, vous habitez tous plus ou moins dans la même région, vous formez vraiment un groupe. Beaucoup d'entre vous ont été formés d'ailleurs à la même école de cyclisme, au centre de formation d'AG2R, et vous êtes toujours ensemble maintenant. Oui, exactement. Moi
j'étais admiratif de Guillaume. C'est lui qui m'a donné envie de venir au centre de formation quand j'ai fait le championnat d'Europe avec lui en 2009. Voilà, j'ai suivi son parcours derrière et maintenant on est tous une bande de copains chez Lozère et on se fait plaisir à courir ensemble. Vous les accueillez bien, les petits jeunes qui arrivent? Ouais, bah c'est vrai qu'au début, Romain, je l'ai un peu pris sous mon aile, mais avec son talent, il a vite dépassé. Ça serait sympa qu'on arrive à voir Axel Daumont aussi, qui est ici, qui est originaire donc de Romans, mais qui s'est installé là-bas aussi. Aujourd'hui, c'est vrai qu'on était 4 coureurs du centre de formation avec Julien Bérard, 5 même avec Axel et Ben Gastauer. Donc on se connaît depuis qu'on a 19 ans, on a vécu ensemble et c'est vraiment très fort. Ouais. Alors, je voudrais accueillir ici un coureur qui était l'autre très très grand animateur. Et vous méritez votre deuxième place parce que franchement, vous avez été un très grand animateur de l'étape, toujours à l'attaque. C'est vous peut-être qui avez le plus attaqué aujourd'hui. Ouais, c'est possible, mais bon, c'était une course où il fallait rester attentif et voilà, je suis resté attentif. Malheureusement, ils sont deux AG2R dans le final et ça allait être très compliqué. Et même si les jambes étaient là, je savais que quand il y en a là qui allait sortir, c'était fini, quoi. Donc voilà, c'est tant pis. Tactiquement, c'était vraiment bien joué d'essayer justement de tenter ta chance sur la partie plane avant la dernière ascension. Voilà, je voulais avoir une avance pour entamer cette côte d'enfer, on va dire. Et j'ai bien fait parce que je bascule avec eux. Donc voilà, la mission était accomplie de basculer avec et puis après d'essayer le tout pour gagner. Et maintenant, je fais deuxième, je suis quand même content, quoi. Guillaume, une petite chose, c'était la première année où justement la classique, la Valence Drôme Classique s'est déroulée. Qu'est-ce que tu peux nous dire un petit peu à ce niveau-là? Non, il y a beaucoup de coureurs qui ont été surpris parce que le profil paraissait pas très exigeant. Mais avec le vent, ces petites côtes raides, toute la journée des petites routes, tout le monde au bout de 100 km était rincé. Je crois que c'est toi qui a un petit peu fait la décision dès le départ en lançant un groupe de 50 coureurs, non? Ouais, dès le début, je connaissais la petite route entre Upi et Heure. Et j'ai dit à Romain, il faut vraiment être devant, faut rester devant. On était avec Roland, Gauthier, des bons coureurs, on s'est tout de suite bien entendu, c'est parti. Et c'est vrai que toute la journée, on avait un coup d'avance, on était devant. C'est dommage qu'Axel puisse pas nous servir de point d'appui dans le groupe de 10 à la fin qui ressort. Parce qu'on a dû un peu se sacrifier avec Mickaël pour revenir et ça aurait été bien à ce moment-là d'avoir un coureur. Mais bon, après, on a bien rattrapé le coup et ça s'est super bien fini. Tu peux nous parler un petit peu maintenant, quelle va être la suite de ton programme? Donc là, je vais partir faire 2 courses en Italie, Grand Prix de Camaiore et Roma Maxima. Et après, ça sera le Tour de Catalogne. D'accord, parfait, merci. Avec nous, un organisateur heureux de la course, Damien Paulet. Vous avez été servi, hein, Damien. Superbe, exceptionnelle épreuve de la Valence Drôme Classique. Puis des coureurs locaux qui ont tout fait pour vraiment exploser la course et pour Guillaume, c'est vraiment un ami, parce que ça fait très longtemps qu'on se connaît, on était dans le même club et c'est un vrai plaisir. Superbe mise en avant du territoire aussi, de la ville de Valence, de la Drôme, dans sa généralité, vraiment très bien, on est très très heureux et je suis très content aussi pour tous les bénévoles qui ont œuvré. Et Romain Bordet actuellement sur le podium. Vous dites que les régionaux ont bien mis en avant le territoire, mais pas que les régionaux, avec quelques-uns des meilleurs coureurs du monde, parce qu'ils se sont montrés avec Philippe Gilbert, avec Cadel Evans, avec Arthur Vichot, hein, c'est un autre régional, notre champion de France. Vous avez eu un très beau plateau et surtout vous avez eu des champions qui ont fait la course. C'est pas toujours le cas, hein, sur les épreuves. Oui, effectivement, vraiment les coureurs ont joué le jeu et ça on peut les remercier. On avait un plateau exceptionnel et ça fait vraiment plaisir d'avoir de l'animation comme ça sur nos territoires. Et un grand merci, je le redis encore, à tous les bénévoles de Boucle Drôme Ardèche. Un grand merci à tous les bénévoles de Boucle Drôme Ardèche Organisation, sous la houlette de Guillaume Delpech, notre président, qui réalise un travail exceptionnel pour coordonner tout ça. Et on est très très heureux parce que les coureurs, ils ont vraiment joué le jeu. On va peut-être vous laisser, vous rester encore un peu avec nous pour commenter le podium. Vous n'avez pas froid là? Parce qu'attendez, il y avait du vent, il faisait froid, vous craignez rien quand vous êtes coureur cycliste? Non, c'est vrai que là encore, ce matin, on est parti bonne heure, donc ce matin, on avait froid.
Mais maintenant, c'est vrai que le soleil arrive et c'est agréable. C'est agréable. Alors, vu ce qui s'est passé aujourd'hui, Damien, ça va vous encourager à repartir l'année prochaine. Vous pouvez faire plus fort encore, avec un meilleur plateau encore? Oh, ça va être difficile de faire plus fort, mais c'était déjà exceptionnel aujourd'hui. Mais tout le monde, toute l'équipe du comité d'organisation de Boudron Ardèche Organisation est extrêmement motivée, extrêmement passionnée et vraiment beaucoup de cœur pour mettre en action notre ville, notre département, nos villes, nos départements de Drôme, d'Ardèche. C'est vraiment exceptionnel. Alors, puisqu'on parle de ça, de mettre en valeur les départements de la Drôme et de l'Ardèche, je vais vous proposer maintenant, il y a les courses pour les hommes, mais il y a aussi en Ardèche, il y a eu le Tour de la Drôme féminin qui était la meilleure épreuve française, et maintenant il y a le Tour de l'Ardèche féminin qui est aussi la meilleure épreuve par étape française. Ça s'est déroulé au mois de septembre l'année dernière, mais vous allez voir que c'est plus difficile pour les filles de courir que pour les garçons, mais qu'en Ardèche, comme les garçons, c'est bien les recevoir. On va regarder ce reportage et on va en parler avec Sébastien Joly, parce que Sébastien Joly est entré dans l'encadrement des féminines. Et c'est bien qu'un Ardéchois soit dans cet encadrement, puisqu'en Ardèche, on sait s'occuper aussi des jeunes femmes. Et regardez, elles ne sont pas à la fête, normalement. Après l'arrivée d'une course professionnelle, les hommes vont se doucher dans leur car 3 étoiles, mais les femmes font toujours comme autrefois. Pendant une semaine, l'élite du cyclisme féminin mondial a tout partagé sur les routes du Tour de l'Ardèche. 600 km de montagne à près de 40 à l'heure de moyenne, les mêmes repas à la cantine, un même hébergement en camping. Les bungalows étaient sympas, et tout confort, quoi. C'est pas le cas dans les autres épreuves? C'est pas toujours le cas, non. Comment traiter aussi bien les femmes que les hommes quand les frais d'organisation sont exactement les mêmes, mais pas les retombées médiatiques et donc l'intérêt des sponsors? Et un peu comme le préfet de l'Ardèche qui est venu encourager le peloton, les villes-étapes s'inscrivent en militants du sport féminin. C'est quelque chose vraiment qu'on a voulu faire depuis plusieurs années pour vraiment les soutenir. C'est des belles sportives, c'est une belle course et on est vraiment très contents de les recevoir dans notre commune. Les meilleures cyclistes du monde étaient présentes en Ardèche, sauf celle de l'équipe de France, pas même venue avec une sélection bis. La Fédération française ne nous aide pas. Non seulement elle ne nous aide pas, mais elle nous met des bâtons dans les roues. C'est quelque chose d'infernal. Les seules Françaises présentes en Ardèche furent donc celles du groupe professionnel Vienne Futuroscope. Attention, au féminin, professionnel veut dire payer des taxes aux instances fédérales, mais pas un salaire aux cyclistes. Payer quand même ou pas du tout? Pas du tout. Pas du tout. C'est-à-dire, tu es professionnel? Non. Enfin oui, mais bénévole. Professionnel bénévole. Alors professionnel, bénévole, ça vraiment c'est à retenir. Vous avez vu qu'il y avait un petit couac dans ce reportage entre l'organisateur, la Fédération française. Je peux déjà vous dire que c'est en train de s'arranger parce que de toute façon vient d'être nommée à la tête de l'équipe de France féminine une Ardéchoise, et cette Ardéchoise, elle travaille avec un Ardéchois, Sébastien Joly. Alors parlez-nous de cette nouvelle équipe, de ce nouveau staff de l'équipe de France. Déjà Sandrine Guironnet, nouvel entraîneur de l'équipe de France féminine. Oui, Sandrine a été nommée cet hiver au poste de sélection nationale, et c'est une athlète originaire d'Annonay et qui a plus à la base des qualités de vététisme, mais qui justement maintenant organise un petit peu les meilleures Françaises sur la route, et elle avait à cœur justement de recadrer un petit peu tout ça et d'avoir un vrai projet pour les féminines, justement en s'attachant les services de techniciens. Donc là il y a du changement et du renouveau à ce niveau-là, au niveau aussi de la fédération et au niveau français certes, mais on peut le voir aussi au niveau des équipes étrangères. Beaucoup d'équipes professionnelles hommes ont leurs équipes féminines, comme par exemple Giant, comme Rabobank à une époque, ou voire même les équipes australiennes. Donc les choses sont en train de se structurer, que ce soit au niveau des équipes ou au niveau des fédérations. Donc le cyclisme féminin évolue encore ces derniers temps, et c'est plutôt de bon augure. D'ailleurs, on peut le dire, s'il n'y avait pas l'équipe de France à ce dernier Tour de l'Ardèche, il y avait quand même plusieurs Françaises, parce que quelques-unes des meilleures Françaises sont alors je vais pas dire payées, puisqu'elles sont justement, voilà, elles sont dans les équipes pro internationales, puisque c'est à l'étranger qu'on a le plus d'équipes professionnelles. En Espagne, en l'occurrence, avec des teams comme le team Lointec ou comme Pauline Ferrand-Prévot, qui est par exemple chez Rabobank en Hollande. Et vous allez bientôt retrouver toutes ces jeunes filles en stage la semaine prochaine, hein. On va prendre les stages préparatoires. Oui, tout à fait. Il y a un stage de préparation pour les jeunes espoirs, ouais.
Voilà. Hier, à côté, à la Londe des Morts. Et donc on va revenir, Romain, on va revenir Guillaume. Il est toujours là, notre Guillaume. On était en train de parler des femmes, Guillaume. On était en train de dire, on a vu un reportage dans lequel une cycliste professionnelle disait qu'elle était cycliste professionnelle bénévole parce que pour vous, vous savez qu'il y a eu longtemps, on a longtemps dit c'est pas les femmes, c'est votre point de vue aussi. On est la page un peu Gianni Longo et maintenant je pense qu'il y a un nouveau cycliste féminin qui arrive qui est assez attrayant et pour le public c'est bien aussi, donc il faut les encourager je pense. Alors on revient avec les hommes, de magnifiques épreuves en boucle Drôme-Ardèche où vraiment vous avez le jeu et on peut le dire c'est l'équipe AG2R La Mondiale qui a vraiment fait la course pendant les 2 journées. Pas seul, hein, parce qu'il y a du monde qui a travaillé. Mais vraiment, c'est vous qui avez pesé sur la course. Ça n'a pas marché hier, ça a marché aujourd'hui. Le programme maintenant, vous allez à Paris-Nice, vous? Non, là je vais partir en Italie au Grand Prix Camaiore et Roma Maxima. Et puis après, je fais le Tour de Catalogne fin mars. Objectif de l'équipe sur plusieurs fronts. Il y aura Tirreno Adriatico aussi. Vous êtes un peu au courant quand même des plans de toute l'équipe. Quels sont les objectifs de l'équipe à court terme à présent? Donc là maintenant, un gros objectif, ça va être Paris-Nice. Avec cette année, l'absence de contre-la-montre va être pas mal pour l'équipe AG2R La Mondiale avec Carlos Betancourt qui est en forme. Ça sera beaucoup d'arrivées de puncher et je pense qu'il sera à son aise. Et après à Tirreno, il y aura des coureurs comme Jean-Christophe, comme il y aura des contre-la-montre. Et j'espère que les 2 courses vont bien se passer pour l'équipe. Jean-Christophe Perrault, ça peut être son année, il n'a pas eu de chance l'année dernière. Jean-Christophe, c'est un spécialiste des contre-la-montre, donc quand il y en a, il se rate pas souvent, il est placé. Il nous a manqué ici Samuel Dumoulin, il est au Grand Prix de Lugano. Ça marche bien dans l'équipe avec lui? Oui, Samuel, c'est un bon capitaine, il a de l'expérience et c'est un coureur qui arrive bien à guider l'équipe. Mais là, on avait une équipe plus puncher pour dynamiter dans les bosses vraiment raides. Et ça nous a souri aujourd'hui, donc on peut être très content. Vous ressortez plus fort quand vous avez fait un tel week-end, que vous étiez devant. Vous êtes fatigué, bien sûr, mais on est plus fort quand on ressort d'un tel week-end. Oui, en fait, il y a une dynamique qui se crée parce que quand le week-end dernier, on voit les copains qui gagnent, on a envie de faire aussi bien le week-end qui arrive. Et puis là, c'est ce qui s'est passé. Bien, merci beaucoup d'avoir passé autant de temps avec nous. Pas froid, rien du tout. Vous êtes professionnels, des vrais professionnels et vous restez avec nous au bord du public. Merci Guillaume. Et je suis sûr que vous allez signer beaucoup d'autographes avant de revoir. Bravo encore pour cette course de toute l'équipe. Donc je vous rappelle aujourd'hui, la classique Drôme, la Valence Drôme classique. Dans l'ordre, il faut dire ça. Valence Drôme classique a été remportée aujourd'hui par Romain Bardet, qui était avec Jean-Christophe Perrault, le leader de l'équipe chambérienne AG2R La Mondiale. Hier, c'est Florian Vachot, un Auvergnat de l'équipe continentale, Bretagne Séchée, qui s'était imposé à Ruons. Nous avons vécu avec vous 2 magnifiques. J'espère que vous avez vécu avec nous deux belles épreuves, un beau week-end de cyclisme sous le soleil, de la Drôme et de l'Ardèche avec les meilleurs cyclistes du monde qui ont vraiment joué le jeu. Et j'espère qu'on se retrouvera souvent pour de telles opérations.